Star à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour la deuxième séquence de la semaine de votre quotidienne, Le Grand Soir. Le Grand Soir qui ce soir se plonge sur une actualité sensible, hypersensible, qui justement fait écho à ces tensions foncières qui s'apparentent désormais à un péril sur la cohésion sociale. On va s'interroger à la lumière des événements qui nous viennent du côté de Douala, s'il faut vraiment craindre que les questions de terre, d'appartenance, des terrains même, puissent envenimer des situations. Est-ce qu'on peut justement construire un pays lorsque la terre fait problème? Ce sera l'une des interrogations ce soir sur le plateau du Grand Soir. On va aussi aller du côté de la Socadel, Société Camerounaise d'électricité, avec justement l'enveloppe qui a été brandie par le conseil d'administration de cette entreprise. 630 milliards, c'est le montant qui est désormais à chercher pour justement l'entreprise, pour qu'elle puisse subvenir aux besoins d'électricité des ménages au Cameroun, puisque justement l'on se rend compte qu'il y a ces déficits-là qui commencent à poser problème avec des structures qui sont fermées. On va évoquer la Simancam de Figuil qui justement a été obligé de mettre en veilleuse pendant un moment ses activités du fait de la baisse ou alors du manque d'électricité. On va se dire, est-ce qu'avec 630 milliards, c'est la fin des délestages? La question sera posée ce soir sur le plateau du Grand Soir. Lorsque j'ai présenté le menu, je prends le break et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent durant 1h52 de direct. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, nous accueillons à présent, comme de coutume, Romaric Ouafe qui revient pour l'exercice dédié justement à la presse. Qu'est-ce qui s'est passé dans les journaux aujourd'hui? De quoi il est question dans les meilleurs tabloïds sélectionnés pour vous, par lui? Alors Romaric, que dit la presse aujourd'hui? Bonsoir Stéphane Barga, permettez-moi de dire bonsoir à votre panel brillamment constitué encore pour la deuxième sortie de la semaine du Grand Soir sur Info Télévision. Et nous parcourons justement les kiosques avec le quotidien informateur de Dieudonné Vent qui a choisi une grande une assez essentielle sur le pétrolier Tagore avec le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngale Bibere qui demande toute appartenance avec le Cameroun. C'est dans un communiqué du 8 juin qu'il a affirmé que le navire ne figure pas dans un registre des navires autorisés à battre pavillon camerounais. Oui. Actualité fortement reprise par le messager de Jean-François Chanon, qui titre justement en une, fraude maritime, Tagore en eau trouble, le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngale Bibere, qui demande toute association entre le Cameroun et le pétrolier interceptée par les autorités françaises, présentée comme battant pavillon camerounais, mettant à rude épreuve la crédibilité du registre maritime national. Mutation de Georges Alomboyomo parle également de cette fraude maritime à contre-courant. La grande une revient effectivement
effectivement sur ce démenti avec tout lien, justement, entre le Cameroun et le pétrolier Tagore. Il a été intercepté par la France alors que l'affaire met en lumière les dérives dans la gestion du registre maritime national. La riposte également en une dans sa parution de ce matin revient sur cette actualité avec la gouvernance maritime. Le navire Tagore ne figure dans aucun registre officiel autorisé à battre pavillon camerounais. Dans un communiqué officiel, le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibert, qui dénonce l'usage frauduleux du pavillon camerounais, réaffirme la tolérance zéro face aux tentatives de fraude maritime qui nuisent à la réputation du Cameroun. L'actualité majeure décryptée par la rédaction centrale de ce journal dans sa parution de ce jour. Christian Abanda, à travers Panorama News, parle également de cette fraude maritime avec Ngalé-Bibert qui dénonce l'utilisation abusive du pavillon camerounais. Le ministre affirme donc que le pétrolier Tagore, intercepté par la France, ne figure dans aucun registre officiel du Cameroun et appelle à la prudence face aux informations qui portent atteinte à l'image du pays. Panorama News également traite avec beaucoup d'extériorité cette actualité dans sa parution de ce jour, la nouvelle, ou alors les nouvelles du pays dans son numéro 277, parle également des questions de diplomatie avec Ngalé-Bibert qui dément tout lien entre le Cameroun et le pétrolier Tagore. Le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibert dénonce avec beaucoup de violence une utilisation frauduleuse du pavillon camerounais. Après vérification, le navire intercepté par la France ne figure dans aucun registre officiel des bâtiments autorisés à battre pavillon camerounais. Le tri hebdomadaire Le Soir d'Aman Bianda vient sur les questions infrastructurelles avec le port autonome. Alors, Omaric, nous avons pris la réalisation d'être en parfaite synchronisation avec ce qui est dit en plateau, parce que là, nous avons la nouvelle expression. Il faut être en parfaite synchronisation pour que l'exercice soit clair et soit digeste pour les téléspectateurs. On ne peut pas parler d'un journal et voir un autre à l'antenne. On va essayer de rester cohérent de façon à ce que l'exercice soit véritablement parfait. Allons-y, Romaric. Merci beaucoup pour cette mise au point, Stéphane Barga. C'est ce qui témoigne encore à suffit de votre professionnalisme tel que manifesté davantage sur ce plateau si sérieux. Nous étions justement avec les nouvelles du pays qui parlent des questions de diplomatie, avec cette actualité fortement décryptée par les directeurs publications dans les journaux en kiosque ce mardi. Ngalé-Bibert dément tout lien entre le Cameroun et le pétrolier Tagore. Le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibert, dénonce une utilisation frauduleuse du pavillon camerounais. Après vérification, le navire intercepté par la France, je le disais, ne figure dans aucun registre officiel des bâtiments autorisés à battre pavillon camerounais. Le tri hebdomadaire Le Soir d'Aman Bianda revient effectivement cette fois-ci avec une autre actualité. Le Soir titre sur les questions infrastructurelles avec le port autonome de Kribi. Ngalé-Bibert qui pose dans les jalons d'une liaison ferroviaire stratégique. C'est dans le 4 juin ici à Yaoundé que le gouvernement camerounais révèle ce journal a signé un protocole d'entente avec Africa Global Logistique et Camalco Cameroun pour la construction de la ligne ferroviaire Edi Akribi Lolabé Campo. Le projet de 185 km vise à désenclaver la zone industrielle portuaire de Kribi et à renforcer la position du Cameroun comme plateforme logistique en Afrique centrale. De l'autre côté, le quotidien de Jules Brice Ngaba parle justement du terminal de l'Avenir. C'est la grande une choisie justement par ce journal dans sa parution de ce jour, avec le port autonome de Kribi et la SCDP, le terminal de l'Avenir. Le futur terminal donc à hydrocarbures de Kribi a franchi une étape majeure portée par le port autonome de Kribi et même la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Le projet stratégique a fait l'objet d'une visite de terrain le 5 juin sur le site de Mboro. Nous sommes là dans le département de l'Océan. Et puis, Stéphane Barga, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, parle cette fois-ci de la SOSUCAM. Pas d'arrêt de la production. C'est le grand titre choisi dont parle le quotidien gouvernemental dans sa parution de ce jour, qui rapporte dans les recommandations du Premier ministre Joseph John Gouté, qui a présidé une concertation avec les responsables du groupe Sogden. L'objectif est de garantir la poursuite des activités d'approvisionnement du marché, malgré les tensions autour de cette entreprise. Le jour d'Aman Mana nous présente ici une figure emblématique de l'écosystème social de notre pays, Stéphane Claude Mbafou, qui a dit, je cite, construire une expertise africaine de haut niveau. Le jour est effectivement faire un focus sur cette actualité dans sa apparition de ce jour. À cette occasion, son directeur qui revient donc sur 20 ans de parcours au service de la transformation de l'Afrique et trace une véritable vision pour l'avenir. L'œil du Sahel, Guiba Gatama, nous conduit dans la région du Nord. Nous sommes dans le Grand Nord avec les céréales qui abondent de ce côté. La famine, malheureusement, s'accentue. Le journal met en lumière, vous le constatez, le paradoxe du Grand Nord. La production céréalière est en hausse, mais l'insécurité alimentaire s'aggrave pour les populations. La nouvelle expression parle effectivement de cette autre actualité qui bat son plan et qui interroge l'inquiétude de plus d'un, le braquage du côté de la région de l'Est, l'or de 2 milliards qui a été
importé. Il s'agit d'un gant spécialisé dans le braquage de l'or qui a dérobé 250 millions de francs CFA et un stock d'or évalué à 2 milliards de francs CFA chez un opérateur économique du côté de Berthois. 3 mois après, le journal révèle que les suspects viennent donc d'être interpellés. Popoli, dans son numéro également de ce matin, parle du bref long séjour, le repos d'Unkoukouma. Le journal illustre donc entre le départ à l'étranger du président Paul Biya par un dessin assez satirique. Le titre fait allusion donc à un long séjour hors du pays présenté comme un repos bien mérité. La lucarne vient justement avec cette alerte nationale, le sabotage en série, pour parler du réseau électrique, distribution de la nouvelle Socadel. Le journal, en tout cas, dans sa parution de ce jour, remet en lumière les cabales sectionnées, postes vandalisés, les villes plongées dans le noir. Une enquête est ouverte et l'État est appelé à agir d'urgence. Le drapeau de Carole Tamba, effectivement, revient dans sa parution de ce jour avec les questions de gouvernance au Salon de l'Action gouvernementale 2026. Le partenariat État-privé qui est scellé à Yaoundé. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui a donc procédé à l'ouverture solennelle de la 15e édition du Salon de l'Action gouvernementale. C'était hier, 8 juin 2026, l'événement qui met l'accent sur la synergie avec le secteur privé, la présentation du système numérique Aigle pour une administration plus moderne. L'étudiant, justement, pour sortir de cette revue de presse pour ce deuxième numéro, dans son numéro 431, pour parler du probatoire de l'enseignement secondaire général, les épreuves d'étanchéité, au lendemain des fuites d'épreuves et du report partiel des examens du DC Board. Le lancement du probatoire général mobilise 17 423 candidats. L'objectif affiché est justement consacré à ces autorités éducatives qui visent justement à verrouiller le circuit de l'examen pour éviter toute fuite et surtout préserver la crédibilité des diplômes. Stéphane Baga. Merci Romarek Waf pour cette revue de presse assez particulière, assez difficile, on va le dire, mais on va prendre rendez-vous pour demain mercredi en espérant des meilleures conditions techniques. Très bon débat à vous, Stéphane Baga, et à l'ensemble de vos invités. À demain lorsqu'il sera 17h. À demain, Romarek. Et nous, on prend un léger break pour introduire dans quelques secondes justement notre partenaire Plan de Vie pour une communication assez spéciale. Tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai annoncé, il est parmi nous, le Makouma, justement le porteur de bonnes nouvelles avec Plan de Vie et le produit phare que je vous laisse le soin de présenter à tous nos téléspectateurs. Oui, Stéphane, merci encore de l'amitié pour me faire m'inviter sur ton plateau pour parler de santé pour des personnes qui sont victimes de plusieurs maux et qui n'arrivent pas à trouver satisfaction ou bien solution. C'est pourquoi cet après-midi, je suis encore là avec le produit Rhumatox, ce produit-là qui permet aux personnes qui sont victimes d'arthrose, victimes de rhumatisme, victimes de nerfs sciatiques, victimes même de la goutte, de pouvoir dire adieu aux différentes douleurs dont elles sont victimes au quotidien. Des personnes là qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bas du dos, au niveau même du bassin, des personnes qui ont des douleurs au niveau des genoux ou bien au niveau des chevilles, et même ces personnes qui ont des problèmes des pieds qui enflent, ce qu'on appelle généralement l'éléphantasia, qui ont des pieds qui sont enflés de tout le temps, on vous demande de prendre le produit Rhumatox. Parce que le Rhumatox, c'est ce produit-là qui vous permet de renforcer le système immunitaire et il renforce le cartilage. Il renforce des os pour des personnes là qui sont victimes des os qui se rongent ou bien des os qui s'usent. Et je l'ai toujours dit cela qu'à un certain âge, de manière naturelle, on commence à ressentir certaines fatigues, on commence à ressentir certaines courbatures et même parfois certains maux qu'on n'avait pas lorsqu'on était un peu plus jeune. Tout simplement parce que, de manière naturelle, le système immunitaire commence à s'affaiblir. Et qui dit système immunitaire affaibli va dire
problème des os, va dire problème de courbature, va dire problème de douleur de manière générale. Des personnes qui marchent avec la canne, qui n'arrivent pas à se tenir debout, qui n'arrivent pas à se tenir droit, parce qu'elles ressentent des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, on vous dit le produit Rhumatox est la solution aux douleurs dont vous êtes victime. Même ça fait 15 ans, 20 ans que vous êtes victime de nerfs sciatiques ou bien de rhumatisme ou bien même d'arthrose, on vous dit, chers parents, chers grands-parents, venez prendre votre produit Rhumatox. Le Rhumatox a ceci de particulier, c'est que c'est pas une pommade, c'est pas un baume. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous dire que non, on veut votre baume Rhumatox, on veut votre pommade Rhumatox. Non, c'est pas un baume, ce n'est pas une pommade, c'est un produit qui est buvable. C'est-à-dire que la personne qui va prendre le produit va simplement ouvrir la boîte, elle va puiser une cuillère à café du 10 produits que je tiens en main, qu'elle va mettre dans un litre d'eau et demi et elle va boire matin et soir. C'est-à-dire qu'elle va boire 2 verres par jour, un verre le matin et un verre le soir. Quand la bouteille finit, elle renouvelle simplement le processus. Aussi simple que ça. Et des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, on vous demande de prendre le produit Rhumatox pour pouvoir renforcer vos os, pour pouvoir renforcer le cartilage. Les femmes là qui ont fait qui ont eu des accouchements difficiles et que depuis l'accouchement, elles ressentent des douleurs au niveau du bassin, au niveau parfois des hanches, au niveau même de la colonne vertébrale, elle ne peut pas se courber, elle ne peut pas porter une charge lourde, on demande à la dame de venir prendre son produit Rhumatox. Stéphane, à côté de ça, nous avons toujours notre produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs là qui sont victimes du petit appareil génital, même qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Le produit Open Sex augmente donc ça de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Pour des personnes qui sont du côté de Douala Bassaz, la zone Bassaz, c'est-à-dire Cité des Palmiers, Hôpital Général, Bédine, Dokoti, bref, la zone Bassaz, vous allez composer simplement le 697 51 11 27. 697 51 11 27. Pour le reste, les numéros sont affichés au bas du petit écran. Stéphane, merci encore. Merci à vous, le Makouma, pour toutes ces bonnes nouvelles qui rassurent les ménages et peut-être rassurent les couples aussi quant aux différentes potentialités qui leur sont offertes via la kyrielle, le produit présenté. On sait que vous êtes sur Info TV, donc ce n'est pas un au revoir, vous êtes chez vous et à très bientôt. Ça fait plaisir, dès que vous m'invitez, ça fait plaisir que je vais revenir. Merci le Makouma pour ce passage sur Info TV. On prend le break et on revient tout de suite après dans le contenu de notre émission. Je l'ai dit, nous allons évoquer en introduction de ce plateau du Grand Soir des tensions foncières, les tensions foncières justement au Cameroun et voir l'impact qu'elles peuvent avoir sur justement la cohésion sociale. Et pour le faire, nous avons sur ce plateau une kyrielle de personnalités qui vont nous accompagner. Et la toute première que je m'en vais porter à votre connaissance s'appelle Stéphane Zanga, c'est le docteur Stéphane Zanga, il est politologue, il est sur le plateau du Grand Soir ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre magnifique chaîne et merci pour l'invitation. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci, cher homonyme, pour la présence. Je me tourne du côté de ma gauche avec notre visage très connu et reconnu de l'espace politique au Cameroun, Sylvestre Niek. Monsieur le maire, comme je l'appelle affectueusement, il est parmi nous. Bonsoir, monsieur le maire. Stéphane Barra, bonsoir. Mes amitiés à votre panel et bien sûr mes respects à ceux qui me font le plaisir de nous suivre chaque fois que nous sommes requis. Merci, monsieur le maire. À ma droite, je porte à la connaissance de ceux qui nous regardent la présence de monsieur Anissé Noah. Il est enseignant.
Il a eu justement à se faire connaître du grand public avec le mouvement OTS qu'il a porté. Aujourd'hui, il est sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder à chaque fois qu'on se retrouve comme c'est le cas ce soir. Je voudrais dire également bonsoir à votre top management qui nous accueille à bras ouverts lorsque nous sommes toujours invités. Oui. Je dois dire que c'est une exclusivité parce que j'ai la... Enfin, pour avoir fait tous les plateaux de télévision, de toutes les chaînes de télévision au Cameroun, je crois que c'est de l'inédit de voir c'est-à-dire le patron d'une télévision venir toujours à la rencontre des invités à chaque fois qu'une émission se termine. Donc je voudrais féliciter le top management de votre chaîne de télévision et également saluer les populations d'Acom2 qui m'ont accueilli puisque j'étais là-bas la semaine dernière. Malgré la route? Malgré la route, je dois dire que la route est... Enfin, il y a des dénouements, parce qu'il faut le dire ainsi. Cette route-là sera bientôt, c'est-à-dire remise sur pied et je crois que les tentatives qui ont été menées jusque-là ont trouvé un point d'achèvement et je crois que le dossier est en bonne voie. Merci Anissé Noah, nous sommes sur Info TV, notre référentiel c'est le vivre ensemble et nous avons donc un top management qui met en pratique cette inclinaison. Ne soyez donc pas surpris qu'ils viennent vous dire un bonsoir particulier lorsque nous aurons terminé ce soir sur le plateau du Grand Soir. Autre acteur qui nous vient du domaine foncier, Martin Mbala-Edouard, il sera avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir à mes amis, le personnel du tribunal de Ngoumou, avec qui j'étais hier. Aujourd'hui, on parlera du foncier. Nous étions ensemble hier, toujours en ce qui concerne les affaires foncières. Donc, je pense que l'occasion nous est donnée ce soir de pouvoir en parler et que ceci soit bénéfique pour toute la population camerounaise. Ce sera bénéfique, cher Martin Mbala-Edouard. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que la production vous a convié sur ce plateau, puisque votre expérience sera véritablement bénéfique à ce que les Camerounais puissent retenir quelque chose de ce qui sera dit en ces lieux. Alors, je l'ai dit, nous allons évoquer les tensions foncières au Cameroun et ces périls qui commencent à s'inscrire en majeur sur la cohésion sociale. Je commence par vous, Stéphane Zanga. Alors, qu'est-ce qui fait véritablement problème lorsque l'on évoque ces tensions foncières? Est-ce une question de droit? Est-ce une question de volonté d'accaparement? Ou alors, est-ce une question de vivre ensemble qui pourrait voler en éclats? C'est tous les aspects que vous évoquez qui s'entremêlent dans la question foncière, qui est une question extrêmement sensible, il faut le relever. Quand j'analyse la question foncière, j'aime souvent remonter à la colonisation. Oui. Le colonisateur allemand, l'administrateur français et l'administrateur allemand avaient introduit au Cameroun des concepts que je qualifie souvent d'occidentaux, en fait. La notion de propriété individuelle, la notion de domaine public, qui sont certainement en opposition, qui ne cadrent pas beaucoup avec la propriété coutumière qui est purement africaine. Alors, le jeune État camerounais en 1974 a donc mis sur pied dans sa législation également, a intégré ces concepts en positionnant l'État comme l'acteur principal dans la gestion du foncier, notamment avec certaines dispositions des lois de 1974 sur la nationalisation même des terres au Cameroun, du moins celles qui sont non immatriculées appartiennent exclusivement à l'État. Maintenant, les particuliers doivent les acquérir. Et le problème donc de l'acquisition et de la gestion de l'acquisition et même d'accès à la terre est donc à l'origine de plusieurs litiges et des tensions entre particuliers, entre entités étatiques et particuliers, et même quelquefois entre communautés. Oui. Le problème devient donc assez délicat à aborder. Ça dépend du bout par lequel on peut le prendre. Les litiges sont légion. Un co-discutant tout à l'heure évoquait son séjour du côté de Ngoumou, toujours sur des questions foncières. On va même faire parler les chiffres et rassurer, rappeler que 70% des conflits
aujourd'hui, en justice, ont un trait avec la question foncière. Justement, donc les tribunaux sont saturés de dossiers ayant trait donc justement à cette question foncière. Pourquoi? Parce que chacun aimerait avoir une propriété pour soit un habitat, soit une exploitation agricole, soit une exploitation industrielle. L'État également, qui quelquefois a besoin toujours de ces espaces-là pour la construction des édifices publics et peut-être même des projets qui soient des projets d'utilité publique. Comment donc trouver le juste milieu pour éviter les conflits et les tensions? La question foncière a plusieurs relents. Par exemple, vous avez parlé de Douala. La question foncière au-delà d'un enjeu qui peut être un enjeu commercial ou financier ou même économique, est aussi un enjeu lié à l'identité. Oui. Et un enjeu lié à une histoire. Et c'est encore plus sensible à ce niveau. Et un enjeu lié à une culture. En droit, les juristes aiment parler du jus solis, le lien du sol. Alors, l'acquisition de ces espaces vous savez que le Cameroun est un État multicommunautaire et chaque communauté a un terroir bien identifié. Maintenant, dans les velléités, je ne dirais pas expansionnistes, dans la question de l'accès à la terre, qui est celle... Vous l'avez déjà dit. De l'État, je le dis sans le dire en fait. Je ne veux pas le dire avec ces mots. Je le dis sans le dire. Les particuliers aimeraient accéder justement à cette terre. Mais comment procéder? Il faut trouver un juste milieu entre les procédures légales en la matière et ceux qui sont les propriétaires pour éviter justement, pas d'annuler les tensions parce que les tensions vont demeurer. La compétition sur l'accès à la terre ne va pas s'arrêter tout de suite, mais pour éviter que cela ne débouche sur des conflits ouverts. Merci docteur. Je m'en vais me tourner vers quelqu'un qui a justement certainement eu à avoir devant lui des conflits fonciers. Monsieur le maire Sylvestre Niek, je me tourne vers vous. Alors, il y a ces ambiguïtés-là inhérentes tout d'abord au fait de la loi. On parle d'un droit moderne, titre foncier, la loi de 1974, qui peut-être affronte ou alors se superpose au droit coutumier et qui peut entraîner à ce que un même terrain est quasiment 2 à 3 propriétaires en fonction du bout par lequel justement son acquisition est rattachée par la loi 74, par le droit coutumier ou bien par autre chose, monsieur le maire. Stéphane, la première chose qu'il faut dire, c'est que les conflits sur le foncier sont tout à fait normaux. Un État normal régule tout simplement. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de conflits normaux lorsque vous vivez sur la terre. Pour faire même utiliser un terme plus propre, une douche. Oui. Il faut avoir la terre. Pour bâtir votre maison, pour avoir à manger, il faut cultiver. Tout ça, c'est compréhensible. Le problème se pose autrement. C'est que lorsque l'État n'assume pas que les communautés aient précédé l'État. C'est-à-dire, avant que l'État n'arrive, les communautés étaient assises sur des terres. Donc, elles estiment en être les propriétaires. La deuxième chose, c'est que... En violation de la loi 74 ou alors avant la loi. Lorsque les Allemands arrivent ici en 1989, ils rencontrent qui? Ils ne rencontrent pas un État. Ils ne rencontrent pas un gouvernement. Ils rencontrent une communauté d'abord, d'autres communautés après. Les accords qui sont faits entre un État, qu'on appelle l'Allemagne, et des communautés. Oui. C'est ça la réalité. Hein, ça, on peut ne pas aimer ça, mais il faut le dire parce que c'est la réalité. La deuxième chose, je vous ai dit au départ que tant que nous voudrons nous développer, on va avoir des conflits liés au foncier. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que le foncier est le seul bien qu'on ne mobilise pas. C'est ça l'ambiguïté. Hein, c'est-à-dire, si je vous vends ma voiture, vous l'emportez, vous ne la verrez même plus jamais. Mais si je vous vends mon terrain, ou je vous en fais même un don, vous devenez plutôt mon voisin. Et parfois locataire. C'est la même chose. Dans tous les cas, vous n'emportez pas le bien. Le seul bien immobilier qu'on ne mobilise pas, c'est la terre. D'où donc, le problème de tout ça, c'est très délicat. Maintenant, vous avez choisi librement de mettre cette dans votre débat. Oui. Librement.
vous m'avez convié pour que je dise ce que je pense. Ça peut être faux pour certaines personnes, mais je vais dire ce que j'en pense. Oui, dites-le. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le but qui se pose n'est pas tant un problème d'une communauté qui veut s'accaparer toutes les terres. Le problème foncier engage les communautés entre elles, les communautés contre elles. Parce qu'hier, on vivait côte à côte, on vivait face à face. Dans un même village. Les mots ont leur sens. Ah, bien sûr, dans un même village, ceux qui ont plus d'argent et plus de haut, plus de pouvoir, parce que l'un entraîne l'autre, celui qui a plus de pouvoir, généralement plus d'argent, ou l'inverse, celui qui a plus d'argent, acquiert plus de pouvoir, ils ont tendance à vouloir tout prendre. J'esquive tout acheter, parce qu'on n'achète pas. Acheter veut dire qu'il y a un vendeur, un marché et un acheteur. Le marché, c'est trois choses. Il faut qu'il y ait un marché, qu'il y ait un vendeur et un acheteur. Et quelquefois, ils veulent tout prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de marché. Hein. Deuxième chose, certaines personnes, par souci... À ce niveau, monsieur le maire, Oui. est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un moment lorsque, justement, on a cette boulimie foncière qui peut être inhérente à ceux qui ont beaucoup de capitaux, Non, parfois même de ressortissant pouvoir. des mêmes, Bien sûr, des mêmes villages. dans le même village, la même communauté. Comment est-ce que l'État régulateur parvient donc à sceller les titres fonciers de 50, 100 hectares à un ressortissant du village, Et effectivement, en oubliant qu'il y a des familles, il y a des peuples qui existent aussi et Voilà. qui doivent avoir quelque chose? voilà donc le premier problème. L'État ne régule pas la propriété foncière. Si j'ai plus de pouvoir que vous, je peux avoir plus de terre que vous. Pourtant, la vie est attachée à la terre. C'est-à-dire, plus j'en prends, moins vous avez moyen de vivre. C'est ça la réalité sur le foncier. Vous comprenez? La deuxième chose maintenant, le conflit entre communautés. Je vous ai parlé d'un premier conflit à l'intérieur de chaque communauté. Oui. Ou ceux qui ont plus de pouvoir ou plus d'argent, ou les deux à la fois, parce que l'un peut entraîner l'autre, ont tendance à prendre plus de terre et donc plus de vie. C'est-à-dire, si vous prenez 1 mètre carré de plus, vous prenez une partie de ma vie. Il faut le savoir. Alors, vous dites, vous prenez, alors vous cédez, vous achetez. J'ai dit prendre, je n'ai pas dit céder. Je veux te dire que pour acheter, il faut trois choses. Un marché, un acheteur et un vendeur. Oui. On ne prend pas toujours dans ces conditions. On prend. Parce qu'on a la force, parce qu'on a l'argent. C'est ça le problème. Et le marché est organisé par la loi. La deuxième chose, c'est que maintenant, entre les communautés, et là, je vais vous ramener dans l'histoire. Parce que les gens, quelquefois, ne prennent pas le temps de capter le rétroviseur. À l'époque, lorsque Aïdjo arrive au pouvoir, le président Aïdjo, Oui. pour le il arrive avec un testament fort de Mesmer qu'il doit mettre en pratique. Que disait Mesmer? Mesmer dit dans son testament qu'il combattra tous ceux qui ont revendiqué l'indépendance par tout le moyen combien physique. Deuxième chose, Mesmer dit que le Cameroun accède à l'indépendance avec un cœur dans sa chaussure. Il se donne d'une communauté que je vais citer tout à l'heure, mais pas tout de suite. on a dit qu'on parle, non? Bien sûr, allez-y, monsieur le maire. Aïdjo estime donc qu'il y a deux communautés. On affame une autre, on affame l'autre. On fait tout pour qu'elle n'ait pas accès au développement. Et l'autre, on la détourne de la politique. C'est le plan de Mesmer. C'est le plan de Mesmer mis en place par le président Aïdjo, mis en œuvre. Ils estiment que la communauté de l'Ouest, il faut l'évacuer pour qu'elle ne fasse pas la politique. Et pour quelle raison? Parce que c'est le caillou dans la chaussure. Parce que malheureusement, et c'est l'histoire qui le dit, je pouvais ne pas aimer ça. La communauté Bassam Pobati et la communauté Bamleke, avec certaines d'autres communautés au nord, partout d'ailleurs, avaient envie d'avoir l'indépendance. Mais chacun y allait avec son tact. Les gars du nord voulaient l'indépendance, je peux vous rappeler, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Le gars du sud en voulait. Mais spécialement dans ces zones-là, les gars étaient intransigeants. Les autres pouvaient accepter de discuter, les autres ne voulaient pas discuter. Vous comprenez? Et c'est la réalité des faits. Alors, le président a choisi d'affamer les Bassa et d'éloigner les Bamleke de la politique. Et en 1962, on nomme le premier directeur de l'orientation économique, Feu Assoumou, qui a été en monde de la SNH, qui est remplacé par le ministre Kodok, qui met en œuvre pour la première fois le premier plan économique qui consiste à remplacer ou à camerouniser le petit tissu d'affaires qui à l'époque géré par les Grecs, les Pakistanais, les Portugais et autres.
Et si vous rentrez dans l'histoire, vous allez voir, c'est en ce moment-là qu'on veut détourner certains Camerounais de la politique. On leur donne les moyens pour aller faire les affaires, remplacer les premiers hommes d'affaires grecs et pakistanais qui étaient là. Première licence d'importation, les crédits documentaires et autres, crédit à l'importation et tout, et tout. Ils deviennent les bails en Congo aujourd'hui. Personne n'a vendu les admettre pour devenir quoi que ce soit. Il faut le dire clairement. Et ce n'était pas fait parce qu'on les aimait, mais c'est parce qu'on voulait les éviter d'aller en politique. Oubliant plus tard, donc je rappelle encore que le peuple Bamoun qui se retrouve dans le sud, notamment à Kiossi, est un projet pilote d'Aïdjo. Et je se rends compte que l'Intoumou, le peuple Fambeti, comme vous appelez aujourd'hui, qui sont en Guinée, au Gabon, au Cameroun, ne pouvaient pas rester la frontière. Les familles n'obéissent pas aux frontières administratives. Et donc installer un peuple entre eux pour marquer la frontière entre le Gabon, la Guinée et l'Équatorial. D'où les gars du Noun qui sont de ce côté. À Kiossi. C'était une politique claire. On a même mis les étoiles en plein Bameki à un moment donné. Projet plus de 1500 étoiles en plein Bameki, notamment en Vundou, en Glebabout et autres là. Nglaoussa. Ça existait de fait. Tout ça avait pour objectif d'écarter certaines communautés de la politique. Les peuples du centre et du sud de l'Est sont restés dans le Ngomna, il faut l'appeler comme ça. C'est-à-dire, en fait, l'administration. On avait donc oublié que lorsque l'homme a les moyens, a le pouvoir, la première chose, c'est agrandir son royaume. On agrandit le royaume comment chez nous? En acquérant plus de terres, en prenant un peu plus. Je n'ai pas dit acheter, j'excris le volonté, parce qu'acheter fait appel aux règles. Vous savez qu'avant, c'est pas mon ami pour ça qui va me démentir, celui qui avait plus d'enfants avait plus de terres. Parce qu'en fait, dans le domaine national, après 1974, on n'y acquérait pas la machette. On est donc arrivé au moment où les gens qu'on croyait détourner de la politique et autre chose sont devenus, ont eu plus de pouvoir économique ou plutôt financier. Et ils se disent, mais attends, pourquoi on va avoir le pouvoir financier? L'État ne régule pas l'achat de terres ou la question des terres. Et on attend. Tout le monde est dans la gloutonnerie foncière aujourd'hui. Oui. Celui qui est dans ton village, à Tenenge qui est plus fort que Manga, va avoir plus de terres que Mbarga. Tchatchoua qui est plus fort que Lundua et Yaoundé, ainsi de suite. Et nous sommes arrivés au moment où on est à saturation. Et qu'est-ce qui sature? Je finis par là, Stéphane Mbarga. C'est le discours. Je suis arrivé à Yaoundé sortant de Macaque. Les gens de Yaoundé m'ont accueilli, m'ont donné des terres. Est-ce que j'ai acheté? Parce que je vous ai acheté impose des règles, un marché, un acheteur et un vendeur. Tu ne peux pas vendre ce dont tu n'es pas propriétaire. Moi, je n'ai pas d'acheter. Je dis acquérir ou prendre. À un moment donné, je commence à me rendre compte que j'ai plus d'enfants que toi. J'ai plus de moyens que toi. Et toi, tu penses que tu es... Non, non. Et donc, ce discours-là, ou pour manger, tu achètes des allumettes chez moi, tu achètes l'huile chez moi, parce que dans tous les cas, moi, je veux être un gomna. L'autre veut être militaire. On ne peut pas tout faire à la fois. On se retrouve aujourd'hui, on arrive à la saturation où tout le monde veut tout faire. Parce que c'est tout à fait normal que chacun de nous, quelle que soit sa communauté d'origine, ait envie d'arriver au pouvoir. Le choc arrive donc lorsque les gens qu'on voulait capter la politique veulent faire de la politique. Et on commence à leur demander, mais n'est-ce pas qu'on s'était entendu que vous, c'est les affaires, nous, c'est la politique, les autres, c'est pas mon... Donc ce choc-là est inévitable. Il revient donc à l'État de réguler à travers aujourd'hui ce que moi je vais appeler des réformes fondamentales. On y revient sur la forme de l'État. On y revient, monsieur le maire. Le temps pour nous d'accueillir le professeur Edmond Billois, c'est justement un universitaire bien reconnu. La casquette politique sera aussi mise en avant sur ce plateau puisqu'il est le plénipotentiaire du RDPC ce soir sur le plateau du Grand Soir. Professeur, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je voudrais dire bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir aux auditeurs de Info TV. Professeur, vous arrivez au moment où justement nous épiloguons sur cette problématique inhérente à la question foncière et aux tensions qui peuvent en découler. Aujourd'hui, nous sommes là dans l'optique de construire, mais de construire avec justement des exemples et des actualités parfois malheureuses, comme celles qui nous viennent de certaines régions du pays. Alors, pourquoi est-ce que la problématique foncière fait autant de problèmes au Cameroun à l'heure actuelle? Est-ce qu'il n'y a pas assez de terres pour tous les Camerounais? Ou alors, justement, il y a des espaces qui sont désormais plus attractifs que d'autres? Pourquoi est-ce qu'on s'agrippe à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, Garoua, alors que le Cameroun est si grand et si beau? Yaoundé et Douala sont les deux plus grandes villes du Cameroun. Oui.
Yaoundé est la capitale politique et Douala est la capitale économique. Les gens généralement quittent les zones rurales pour aller vers les cités urbaines pour chercher un meilleur vivre, un bien-être. Parce que logiquement, c'est à Yaoundé et à Douala qu'on peut trouver un emploi plus rémunérateur. C'est à Yaoundé et à Douala qu'on peut avoir plus d'opportunités. Maintenant, pour revenir à votre question, moins de 15% des terres camerounaises sont immatriculées. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 95% des terres camerounaises on pourrait les dire qu'elles sont sous le régime coutumier. Oui. Voilà. Et donc... Alors, à ce niveau, lorsque vous dites immatriculé, professeur, cela pourrait prêter à confusion puisqu'on dit qu'une terre non immatriculée appartient à l'État. Oui, bon, mais c'est une exagération. C'est-à-dire que... c'est même pas vrai. C'est une exagération? Oui, c'est-à-dire que la plupart des terres qui ne sont pas immatriculées appartiennent à des communautés. N'est-ce pas? Oui. Donc quand l'État... sont occupés par les communautés. Sont occupés par les communautés. Si l'État veut les utiliser... Il doit les immatriculer également. L'État doit les immatriculer en négociant avec les communautés. Vous voyez? Donc l'État ne peut pas d'autorité prendre toutes les terres qui appartiennent aux communautés parce que ça peut créer des soulèvements. Oui. Voilà. Bon, maintenant, il y a une logique qui sous-tend cette relation entre les terres soi-disant communautaires et les terres immatriculées. C'est-à-dire qu'il y a une logique moderne qui signifie que si vous voulez être propriétaire d'un terrain, vous devez avoir un titre foncier. Oui. Et il y a une logique ancestrale ou communautaire qui dit que si vous êtes né sur une terre, si vos parents étaient sur la terre, si vos grands-parents étaient sur la terre, cette terre-là appartient à votre communauté, n'est-ce pas? À certains endroits du Cameroun, on dit d'ailleurs que les terres dites ancestrales appartiennent au chef de la communauté. Oui. Et c'est au chef de la communauté qu'il appartient de redistribuer les terres. Alors, à ce niveau, professeur, oui. On a des exemples où, justement, il y a eu des terres appartenant à des communautés, ou alors des terres acquises par des privés, au travers des titres fonciers, mais qui ont posé des problèmes. On a l'affaire aussi du côté, je crois que c'était en Mbam, où oui. On a eu une révocation d'un titre qui avait été cédé à un particulier, oui. Parce que justement, les communautés ne se sont pas reconnues dans cette acquisition par un privé. Oui. À ce niveau, où est-ce que l'État régulateur devrait agir? Vous parlez du cas d'Ambam parce que le titre qui avait été donné à quelqu'un ou à un investisseur. Vous dites donné à qui? Par un investisseur? Spolier les droits des autochtones à la terre. Et quand les autochtones se sont soulevés, l'homme politique qui ne veut pas de bruit et qui veut la paix, n'est-ce pas, est revenu sur la décision, n'est-ce pas? Et je voulais, quand vous m'avez interrompu, je voulais dire aussi que les textes qui régulent les distributions des terres au Cameroun, la première ordonnance date de 1974. Oui. Hein? En janvier 1974, complétée par une loi de, je crois, septembre 1985. 85. 15 ans plus 26 ans, ça fait quoi? 41 ans. Donc, ce sont des textes qui sont obsolètes. Il faut revoir la législation et il faut penser à une réforme foncière qui ferait en sorte que si on veut prendre 30 hectares dans un village, que la communauté soit impliquée dans la discussion. Oui. N'est-ce pas? Que la communauté soit impliquée dans la discussion. Et il a été proposé d'ailleurs par des experts qu'on ne puisse pas céder plus de 30 hectares à un industriel. Est-ce que c'est la réalité, professeur? Non! C'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité, ce ne sont que des propositions. C'est pas la réalité parce qu'il y a des individus qui en prennent plus. Il y a les agro-industries qui en prennent plus. Hein? Et on dit que les gouvernants en donnent plus aux pays étrangers.
Et donc... Mais c'est pas on dit, il y a des exemples qu'on peut citer, professeur, c'est pas les on dit. Ouais, c'est un euphémisme. Donc, il faut penser à une réforme foncière. C'est fondamental. Il faut actualiser les textes qui régulent la société dans ce domaine. Il faut penser à une réforme foncière. Merci, professeur. Alors, Martin Balaydois, je me tourne vers vous. Vous qui êtes dans ce domaine-là du foncier, la principale interrogation lorsqu'on se retrouve face justement à ces questions foncières, c'est la question du titre foncier. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le titre foncier à lui seul suffit encore justement à pouvoir épargner son propriétaire de tous ces maux de tête inhérents justement à l'acquisition d'une parcelle de terre, puisque de nos jours, les titres fonciers sont annulés quasiment dans chaque tribunal au Cameroun. Est-ce qu'un titre foncier à lui seul est encore une garantie? Bon, Stéphane, je dirais qu'aujourd'hui, en principe, le titre foncier devrait être une garantie. Oui. Mais au vu de ce qui se passe, on se pose la question de connaître à quoi sert véritablement le titre foncier aujourd'hui. Comme vous le dites, un titre foncier, il est annulé n'importe comment, il est réhabilité, il est annulé, il est réhabilité tout de suite. Nous sommes complètement perdus. Complètement perdus. Il est annulé le matin, il est annulé réhabilité à midi, il est réannulé, réhabilité. Vous êtes perdu, vous êtes expert foncier, pas financier comme c'est indiqué. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce que, justement, il soit autant attaquable? Est-ce que ceux qui signent les titres fonciers aujourd'hui ne les signent plus à leur âme et conscience? Ou alors, malheureusement, comme les autorités le dénoncent, il y aurait eu des faits de corruption qui auraient amené des autorités parfois à se contredire sur un même titre foncier? Stéphane, parlons déjà de l'obtention d'un titre foncier. L'obtention d'un titre foncier fait l'objet de toute une procédure. Il y a toute une commission consultative qui descend. Oui. Cette commission est composée de plusieurs ministères. On va prendre le ministère des Domaines, on va prendre le ministère de l'Agriculture, on va prendre le ministère de l'Administration territoriale, on va prendre... il y a la chefferie, les chefferies qui sont là. C'est toute une commission qui fait une descente. Après la consultation de cette commission, il y a un rapport qui est dressé. Et c'est après la validation de ce rapport par cette commission que la procédure d'obtention du titre foncier démarre. Et comment se fait-il qu'après toutes ces descentes-là, tous ces ministères, toutes ces personnes regroupées, on estime que le titre foncier qui a été établi aujourd'hui n'a plus de valeur au point que fait l'objet... Ou alors n'est pas authentique. N'est pas authentique. Quel était le rôle de ces commissions qui descendent? Ça veut dire que derrière tout ça, il y a un problème, un sérieux problème à résoudre. Oui, un sérieux problème à résoudre. Est-ce que parfois, les services qui finalisent ces procédures à la fin tiennent compte de toutes les procédures qui ont été prises, qui ont été gérées dès la base pour arriver à la finalisation de la procédure? Je ne sais pas. Parce que parfois on va te dire que non, on est arrivé, on a trouvé un faux titre, il y a je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Étant donné qu'il y a une multitude de procès-verbaux qui sont signés étape par étape. Tu vas partir de l'étape de la sous-préfecture, tu vas arriver au département, tu vas quitter au département, tu vas arriver à la région, tu vas partir de là, maintenant tu tombes à la conservation. Et il y a des vérifications à chaque étape. Après toutes ces vérifications, il y a un titre foncier qui est établi. Un mois après, on dit que ce titre... Le titre n'est plus bon. n'est plus bon. Il est contestable. Il est contestable, il doit être annulé. Tout de suite, il est annulé. Le matin, comme le disait le professeur, à 12h, il est réhabilité. À 18h, il est réannulé. À la fin, on ne comprend pas. Merci Martin Balaydois pour votre vécu. Anissé Noir,
c'est vrai que cette question du titre foncier est une problématique très sensible qui entremêle des acteurs parfois étatiques, traditionnels et même familiaux. Lorsque un titre est annulé, c'est toute la chaîne qui devrait être interrogée. Peut-on penser qu'on peut construire un état de justice sur la question foncière en traitant avec autant de légèreté l'élément principal qu'est le titre foncier? Stéphane Barga, il faut dire d'entrée de jeu que la terre est le premier bien ou alors le bien naturel qu'un individu devrait avoir de par sa filiation à une communauté. À partir du moment où je l'ai dit, je vais revenir sur ce que vous avez dit sur le titre foncier. Il faut dire que nous sommes au Cameroun. Le problème du titre foncier, ou alors des faux titres fonciers, est comme le problème des faux diplômes. Vous savez que nos élèves sont en train de passer leurs examens en ce moment. Oui. Demain, on entend là que certains ont des faux diplômes. Donc, nous sommes au Cameroun. Et généralement, il faut féliciter le fait qu'un titre foncier peut être annulé. Parce que je pense que ce phénomène-là est de plus en plus récurrent avec... Parfois à tort aussi. Parfois à tort, mais dans la majeure partie des cas, vous allez vous rendre compte que les titres fonciers qui sont annulés, ce sont des gens qui ont acquis des espaces d'une manière ou d'une autre. Il ne me souvient pas que les problèmes, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui habite la zone avant 1974, comme certains l'ont évoqué sur ce plateau, et qui a acquis son titre foncier, que ce titre foncier-là soit annulé. Il y a des cas où, justement, il y a des ayants droit d'un vendeur qui, 30 ans plus tard, estime que dans la procédure, leurs ancêtres ou parents auraient été dupés. Il y a des mètres carrés qui ont été payés dans la ville de Yaoundé, après enquête à 250 francs CFA. En 2026, les ayants droit estiment que les parents ont été dupés, mais un titre foncier a été établi. Comment est-ce que, justement, l'État justice devrait se positionner sur ce genre de dossier, lorsque l'on sait la problématique sensible aujourd'hui que se révèle la terre? Au-delà du fait que une tierce personne dise que ses parents aient été dupés, je crois qu'il faut peut-être revenir sur le problème de la mercuriale. La mercuriale que nous avions il y a de cela 30 ans n'est pas la même mercuriale qu'aujourd'hui. Oui. Hier, on pouvait avoir le terrain à 1000 francs à Yaoundé, alors que je ne pense pas que dans le centre-ville de Yaoundé, on puisse avoir le terrain à 1000 francs aujourd'hui. Donc, je pense qu'on ne peut pas forcément se baser sur le fait que mon papa ou alors mes parents ont vendu le terrain à 250 et dire aujourd'hui que le titre foncier qui en découle est un faux titre foncier. Mais il faut revenir, je crois que le professeur Bilou a dit tout à l'heure que il faut peut-être réguler. Oui, c'est vrai qu'il faut réguler le problème de l'acquisition des terres au Cameroun. Il me souvient même que la dernière fois que nous étions ici, je vous disais que cette affaire-là, si le problème d'acquisition des terres n'est pas régulé, je crois que nous courons le risque d'arriver à des affrontements communautaires et même d'arriver à une situation d'embrasement. Oui. Et moi, je voulais dire que au-delà de dire que non, on peut limiter à 30 hectares. Non, pour ça, moi je pense que 30 hectares c'est déjà trop. Demander à un individu, alors donner 30 hectares à un individu, je crois qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent être trouvés. Je crois qu'on peut passer à un phénomène de location de terres. Parce que, au-delà de tout, on ne peut pas acheter la terre comme l'a dit M. le maire. À ce niveau, M. Noir, est-ce que vous occultez volontairement justement le grand débat qui a lieu aujourd'hui, principalement dans le littoral Cameroun, où il y a des communautés qui estiment désormais qu'elles sont mises en minorité par des Camerounais qui sont installés sur ce qu'elles estiment être leur terre, et que dans les questions de représentativité, elles sont aujourd'hui ignorées. Alors, comment est-ce que, en République, parce que nous sommes en République, l'on gère ce genre de cas? Parce que, s'il faut être plus pratique, nous avons eu ce débat Grand Moulin Bonateki il y a quelques jours ici, où le gouverneur du littoral a été obligé de revenir sur une annonce du sous-préfet de Douala Premier qui annonçait des consultations pour l'élection d'un chef. Dans un village, selon M. le maire, qui n'existe pas. À ce niveau, comment est-ce qu'on fait, M. Noir? Je crois que le problème de Bonateki et Grand Moulin,
c'est le problème de Grand Moulin dont vous faites allusion. Je crois que c'est un problème un peu particulier. Mais puisque nous abordons le problème de la question foncière, je crois qu'il faut l'aborder avec beaucoup de pincettes. Parce que lorsqu'on dit des individus ou alors des personnes se sont installées, je crois que c'est une personne qui vient chez vous et elle achète des Camerounais. Des Camerounais. Oui. Voilà. C'est un Camerounais qui vient chez vous et demande à acquérir une parcelle de terre. Et une autre vient et demande également à acquérir une parcelle de terre. Il ne me souvient pas qu'un certain nombre d'individus se soient levés et aillent devant une communauté et demandent à acquérir, je ne sais pas moi, tout un espace. C'est vrai que le problème de terre se pose et il est réel parce que véritablement, lorsque des personnes qui sont nées, je n'aime pas l'appellation autochtone allogène. Je crois que les personnes qui habitaient l'endroit avant 1974, lorsqu'elles sont en minorité, je crois qu'il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle il faut réguler. Comment l'État peut refuser un terme qui est consacré par la Constitution? Oui, le terme est consacré par la Constitution, mais je crois que c'est un terme qui, pour moi, me semble ne pas être normal au regard de ce que nous sommes issus des migrations. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et maintenant, pour revenir au centre-ville de Douala, vous savez qu'il y a des gens qui ont plus de 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares de terrain. Mais comment est-ce que ces personnes-là ont fait pour acquérir ce terrain-là? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en place une véritable politique de foncière au Cameroun? Est-ce que cela est surprenant chez vous? Quand je dis chez vous, vous avez quand même une région d'origine, un département, un village. Est-ce que cela est surprenant de vous retrouver, vous, noirs, eu égard peut-être à la bravoure de vos grands-parents et justement à l'habileté de vos parents, propriété de 5 hectares, en tant que ressortissant, peut-être de Balaou ou de Monatere? Est-ce que ce serait surprenant? Non, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui sont là avant. Je crois que ces terres-là leur reviennent de droit. Maintenant, celui qui vient acquérir, c'est pas moi, 30 hectares de terrain, il pose problème parce que lorsque vous dites je suis propriétaire de 5 hectares de terrain dans mon village, c'est la terre que mes parents ou alors mes grands-parents m'ont léguée. Je n'ai pas acquis cette terre-là par des moyens, c'est pas moi frauduleuse ou alors par des moyens peu orthodoxes. Et je crois que c'est ça qui cause le problème. Parce que lorsque vous venez au point des personnes et vous estimez peut-être créer, je ne sais pas moi, une industrie ou alors un projet qui va aider les populations et vous demandez à acquérir 30 hectares de terrain, je crois que c'est énorme pour le bien-être, même pour la cohésion sociale. Je crois qu'il faut mettre en place une politique qui permette à ce que la régulation se fasse de manière normale et qu'on définisse un quota qu'on ne peut pas dépasser pour une tierce personne ou alors pour un groupe de personnes. Et je crois que c'est en ce moment-là qu'on pourra véritablement parler de la question foncière de manière normale au Cameroun. Merci Noah. Alors Stéphane Zanga, les cas les plus emblématiques peuvent se greffer autour du Canet aussi, à Ambam. Est-ce que vous pensez, lorsque un privé acquiert c'était 100 hectares, monsieur le maire, 50, 100 hectares, dans le Canet aussi. 60 000 hectares dans une région, dans un département, dans un village. Ça, c'est un crime financier. Et que s'il vous plaît, permettez qu'on restitue au déroulé, puisque cette affaire a été portée à l'attention du Premier ministre et chef du gouvernement, qui a été obligé de prendre position, et que les populations s'estiment spoliées. Je précise que le monsieur ou alors les capitaux qui viennent acquérir cette terre-là, c'est des capitaux camerounais. C'est un Camerounais qui vient, étant entendu que les Camerounais sont partout chez eux, qui acquiert justement cette terre-là. Est-ce que lorsque l'État revient sur un titre foncier pareil, l'État a reculé ou alors l'État a cédé à la pression, entre guillemets, des autochtones? Non, vous parlez de l'État et vous parlez de la communauté. Oui. L'État est au-dessus de la communauté. C'est le même État qui indique que le Camerounais est partout chez lui où il se trouve à l'intérieur du triangle national. Donc l'État permet qu'un Camerounais se déplace d'un point A et se fixe à un point B à l'intérieur de son territoire terrestre de l'État. Maintenant, la question de l'acquisition d'un espace de cette envergure au sein d'une communauté à l'intérieur de l'État.
Parce que les communautés, l'État est formé de communautés. L'État est multi-communautaire. Oui. Les procédures légales en la matière ne tiennent pas beaucoup compte des communautés. L'État, c'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mon propos que au-delà de 74, l'État, il y a eu une sorte de nationalisation et à qui aussi, je pense que c'est des terres non immatriculées qui appartiennent à l'État. Maintenant, le particulier vient avec un projet et la procédure d'acquisition n'intègre pas n'intègre pas l'assentiment ou ne rencontre pas l'assentiment des membres de la communauté, justement qui s'estiment spoliés. Oui. L'État également a, quand le projet vient, il est motivé par des intentions de développement de la communauté, qui ne serait pas content de savoir que son village va se développer. Sauf que il faut un accord avec les populations. Il faut un accord avec les ressortissants, si vous voulez, autochtones, parce que la Constitution nous permet de le dire. C'est celui qui est fixé sur la durée. Les migrations, oui, nous sommes tous venus de quelque part, mais quand nous sommes donc venus de quelque part, nous nous sommes fixés à des endroits et à des lieux précis. D'abord, les noms de nos différents terroirs renvoient déjà à des identités qui sont des identités culturelles. Donc, il faut pas, on peut pas balayer cela du revers de la main. Donc, l'acquisition de vastes espaces pour les projets n'est pas, à mon avis, une mauvaise chose. Mais je pense qu'il faut consulter les ressortissants de la communauté, leur concéder, je ne sais pas moi, il faut des négociations. Le prof parlait d'une négociation avec les membres, entre l'État et les membres de la communauté. J'ai besoin de 60... qui arrive. Oui, entre le privé, une négociation qui par l'État. Oui, le privé, oui, puisque l'espace étant d'une très grande envergure, le particulier se fait accompagner par l'État. Parce que il est difficile que le particulier négocie directement avec la communauté. Généralement, il négocie avec la communauté via le chef qu'on estime corrompu et tout ce qu'on peut dire du chef traditionnel. Donc, il est important que c'est l'État qui porte ce type de négociation, qui intègre donc dans le projet les intérêts des ressortissants de la communauté. Oui. Parce que si dans les 60 000 hectares d'Ambam, la communauté avait un intérêt certainement à hauteur de 20-25 000. Il y a des accords. Il y a eu des promesses de recrutement des natifs du coin, des ponts qui seraient construits, peut-être des centres de santé. Il y avait eu ces promesses-là pour permettre à ce que le projet soit mieux accueilli par les locaux et les populations. Et même, il faut aller au-delà des promesses. Il faut les matérialiser dans un contrat. Ces promesses-là doivent être... Parce que généralement, il y a le respect de la parole donnée qui fait souvent problème par la suite quand le projet a déjà pris une certaine envergure. Nous avons par exemple vu l'aîné, le professeur, je passe sous le contrôle du professeur Biloa qui a été vice-recteur à l'université de Yaoundé 2. Le professeur Tabi Manga à l'époque, quand il a acquis de grands espaces à soi pour l'université, c'est l'État. Parce que l'université, c'est l'État. Oui. Il a dû négocier avec des communautés, il y a des accords. Vous voyez, certainement, parfois, les ressortissants de soi ne payent pas parfois la pension quand ils... Là, nous sommes plus en République. Monsieur les communautés sont à l'intérieur de la République et si on laisse produire cela crée une crise sociale. Je vous montre donc la difficulté qu'il y a à gérer un État multicommunautaire. Donc l'État se doit... L'État est tout puissant, l'autorité il peut prendre les terres, il est considéré des particuliers. Mais l'État a le souci de la stabilité, l'État a le souci de la paix, et l'État a également le souci du respect des communautés qui sont fixées dans des lieux précis de la République. Donc ces négociations peuvent être informelles, on peut ne pas les intégrer dans des dispositions légales, parce qu'on parle de réforme ici. Oui, mais certaines négociations doivent se faire sous cap. Mais il faut éviter que certains ressortissants de la communauté dupent les autres, à savoir les représentants coutumiers, le chef traditionnel. Il faut une large concertation. Si sur les 60 000 hectares, le professeur Biloa a 20 000, il sera spolié de 20 000 et moins de 5 000 seulement, il n'est pas normal que lors des consultations avec l'État et le particulier, que le professeur Biloa soit exclu. Ou alors que dans le projet qui vient, comme moi qui suis seulement propriétaire de 5, moi qui serais spolié, entre guillemets, de 5 000 hectares uniquement, alors que le professeur Biloa c'est 40 000, que c'est moi qui ai la part belle dans les négociations
que le particulier aura dans les avantages. Parce que quand on dit il y aura un hôpital, on dira que l'hôpital est à la partie est du village. Ouais. Pourtant, c'est la partie ouest qui aura le plus été polluée. Mais quand nous sommes prépondérants dans les négociations, nous obtenons ces avantages. Ça crée des frustrations, pourtant c'est le village qui se développe. Donc il faut une sorte d'équité dans les négociations. Il faut que l'État arrive à trouver le juste milieu. Permettre qui est le développement. On ne peut pas chasser un Camerounais qui vient avec un projet de développement. Il est salutaire pour le développement. Le projet a été annulé du côté de la MAM. Il a été annulé parce que je vous ai dit que du côté d'Ambam, tout le monde ne se retrouvait pas dans le business. En fait, il y a eu un problème entre les enfants de la communauté qui l'ont porté au niveau des très hautes autorités. Les autorités administratives n'ont pas pu véritablement de manière équitable réguler la transaction entre ce particulier qui, à mon avis, avait de bonnes intentions au départ, qui était ceux de développer la communauté avec un grand projet comme celui-là, mais aussi et surtout les populations locales propriétaires de ces espaces, qui sont des populations autochtones, mais qui sont aussi des citoyens camerounais. Oui. Il ne faut pas discriminer le citoyen ressortissant d'ailleurs, parce qu'on est autochtone ailleurs et allogène à un autre endroit. Il faut pas le discriminer. Il est camerounais comme tous les autres. Il a le droit de se mouvoir à l'intérieur du triangle national, mais il faut tenir compte de ce que certains terroirs appartiennent à des individus précis qui sont fixés là depuis des générations. Merci, docteur Zanga. Alors, monsieur le maire, il faut dire que c'est une question éminemment sensible qui nous interpelle ce soir. Beaucoup s'interrogent si, par exemple, puisque le dernier cas le plus emblématique semble être le cas Néossi, si, par exemple, le promoteur Néossi était un ressortissant d'Ambam, est-ce qu'il y aurait eu problème à ce niveau? Est-ce qu'on aurait mieux accepté le projet s'il avait été proté par un natif du coin que par une personne qui viendrait d'ailleurs? Est-ce que la question tribale n'a pas aussi empoisonné la question foncière au Cameroun? Stéphane Baga, je vous ai dit tout à l'heure que le problème foncier se pose à l'intérieur de chaque communauté. Donc même si le projet avait été porté par un gars d'Ambam, de cette façon, il y aurait toujours des problèmes. Maintenant, je dois vous dire une deuxième chose qui est fondamentale. C'est que le gouvernement ne gère pas toutes les communautés de la même façon. C'est ça qui fait le problème. Ah bon? Bien sûr. Vous le savez. Non, moi je ne sais pas. Bon, je vous l'apprends alors, si vous faites semblant. Vous savez qu'il y a des communautés qu'on ne gère pas comme d'autres. Nous sommes en République. Il y a des communautés où le chef a un droit de préemption sur toutes les terres. D'autres où le chef est un figurant. Il est un simple, comment vous appelez ça? Auxiliaire d'administration. Parce qu'en fait, vous parlez de la concession. chefferie administrative. Oui, tout à fait. Il y a la chefferie traditionnelle ça, le et problème. la chefferie administrative. Et malheureusement, si on veut parler librement, on va donner des noms qui vont déplaire. Vous ne pouvez pas gérer le foncier dans le Grand Nord, en zone féodale, comme vous le gérez à l'Est. Parce qu'au Grand Nord, il y a des monarques. Vous ne pouvez pas gérer le foncier dans le Noun, comme on le gère à Macaque. À la tête, un monarque qui prend des décrets sur le foncier. En République? Bien sûr. C'est des faits dont je vous parle. Donc il se pose ce problème-là. La réforme doit mettre les communautés au même niveau. Au-delà de l'organisation sociale qui est liée à chaque communauté. Le problème se pose à que l'État ne fait rien pour régler. Il faut le savoir. La deuxième chose, c'est Van Baga. C'est que disent les textes sur la concession? Est-ce que vous avez un exemple de concession qui soit arrivé à terme, qui a abouti à un titre foncier? C'est-à-dire que, parce que lorsque l'État vous concède un espace, il y a la concession, il y a également... C'est l'État qui concède ou c'est les populations Non, c'est locales? l'État qui concède. C'est l'État qui concède. Parce que les procès sont mêlés, devraient être mêlés. Mais quelquefois, le président découvre que l'État a concédé 60 000 hectares à un individu. Fait-il un industriel? Puisque vous voulez qu'on parle absolument de Néossi. Bah, c'était un exemple. On va en parler, moi j'ai pas peur de ça. Oui. Néossi était censé planter le cacao dans le... En vallée d'une thème. Pour aller le transformer à quelqu'un. Et s'il n'y a pas l'espace, ne suffit pas pour planter et transformer. Il y a le problème. Qui peut accepter qu'il soit réduit au rôle de métayer? Parce que ceux qui plantent sont des métayers. Oui.
Ceux qui récoltent sont des métiers, c'est ceux qui transforment sont des véritables Industriels. Voilà le problème. Donc, l'État ne joue pas son rôle. Et je vous dis, l'État le fait quelquefois pour flatter certaines communautés. Maintenant, on arrive à la saturation, on ne peut plus flatter personne, il faut se parler. On veille côte à côte, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est face à face. Donc, le point dont vous parlez ici est tellement grave que on peut choisir d'être aérien hein, pour que chacun sorte un peu de ce plateau, qu'il ne soit pas insulté, qu'il ne soit pas tribalisme. On peut être aérien. Mais si nous aimons le Cameroun, il faut traiter au vif. Oui. Et j'ai posé la question de l'origine. Est-ce que la question tribale n'a pas empoisonné la question Rassurez-vous, je ne foncière? l'esquive pas du tout. Dans les 70% des conflits dans nos tribunaux, quels sont les comités qui sont en procès? Avec quel autre? C'est également des faits. Il y a très peu de ressortissants du Grand Nord qui sont dans les procédures foncières. Il dit pas qu'il y en a, mais ils sont très peu. La deuxième forme, c'est que il y a un gars qui s'est passé à Dikolo. Comment l'État peut exproprier des populations pour donner à un privé? C'est pas que l'État achète, hein. L'État exproprie, soi-disant pour consulter public, mais celle de terrain à un privé. Un projet privé. Dikolo, c'était un hôtel qu'on construisait. C'est pas l'hôtel de l'État. Donc il y a la corruption. L'autre chose dont parle l'enseignant, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que le titre, enfin il le sait, hein, la procédure du titre foncier est le premier acte discriminatoire. Qui peut faire le titre foncier au Cameroun? Qui? Un homme assis. Parce que la commission dont il est question coûte au moins 200 000 francs, c'est le minimum. Dans nos villages, c'est le minimum. Je dis à chiffre officiel, Ouais. c'est plus que ça. Dans nos villages, Stéphane Zanga, combien de personnes ont vu 200 000 francs à la fois? C'est le même, il a eu 200 000. Il peut avoir 200 000 toute sa vie. Par exemple, compte 1000 francs aujourd'hui, 500 demain. Mais combien de personnes Réunir là tout de suite. a eu 200 000 francs en même temps? Voici le premier acte discriminatoire. On a tout fait pour que les populations autochtones n'aient pas de terre. Au-delà de la commission, il y a l'armada des procédures. Non, moi je commence par la commission. Pour la mobiliser, il faut de l'argent que certaines personnes n'auront jamais. C'est ceux qui ont tout cet argent qui vont les mobiliser. Donc c'est à dessein que la procédure est onéreuse. Absolument. Et c'est pour ça que la première réforme, c'est qu'il faut un acteur, comment je vais appeler ça? Il faut une régulation qui permet à chacun d'avoir un minimum avec ou sans argent. Que lorsqu'on est né en Bangassina, qu'on ait un titre foncier, même sans avoir 5 francs, mais un minimum, Les titres fonciers communautaires. c'est la péréquation. C'est la péréquation. Ça veut dire que chaque Camerounais, là où il est installé, devrait avoir un minimum de terre pour se bâtir une maison, avoir un champ pour manger. C'est le minimum. Il ne faut pas l'argent pour ça. Parce que dès qu'il y a l'argent, il y en a qui n'auront pas. Maintenant, le volet tribal. Pour ça, vous avez dit tout à l'heure que les gens partent de partout pour s'installer dans les métropoles. Mais nous avons également les chiffres de la migration entre les villages et les métropoles. Quelle communauté a beaucoup plus migré et pourquoi? C'est vraiment, on a dit qu'on parle franchement, non? Moi, j'aime le Cameroun. On vous écoute, monsieur le maire. Les communautés qui migrent le plus, c'est les communautés du Grand Nord. Mais elles n'ont pas de procédure foncière. C'est le fait, hein? Oui. Si vous voulez à Yaoundé, les gens qui migrent plus facilement viennent du Grand Nord. C'est-à-dire un gars part déjà avec une paix de la bouche, un pied jaune, un peu jaune. Il a Yaoundé. Il fait la moto. Non, il veut même rien de la poste centrale. Plus tard, il fait la moto, plus tard, il a une petite boutique. Mais ce monsieur n'a aucune prétention sur vos terres. Il ne veut pas vous représenter. Il ne veut pas être député, il ne veut pas être... Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Papa, il ne veut pas. Il sait qu'il est venu chez ses frères, il vit là. Mais il y a d'autres communautés, celles de l'ouest géographique, pas administratif. L'ouest géographique, c'est-à-dire tout l'ouest là. Sud-ouest, nord-ouest, ouest. Beaucoup plus nord, sud et ouest. C'est des communautés qui vont créer des opportunités. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que si vous venez créer des opportunités chez moi, vous devenez moi? Est-ce que vous, étant entendu qu'on est Camerounais et qu'on doit être partout... Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Là, Le Camerounais n'est pas partout chez lui au Cameroun. Ce n'est pas une réalité, c'est un concept vide. Voilà. Non, c'est vrai, la preuve. En dehors des gars du centre du Nord musulman qu'on enterre partout le jour qu'ils sont morts, le lendemain ou plus tard. Nous autres, chacun croit que des morts ou des ancêtres. C'est-à-dire que si on enterre Bilo à Yaoundé, c'est que ce sera la honte. Il le sait. Donc en réalité, nous sommes attachés à notre terre.
D'où vient-il qu'on vient être chef à Yaoundé parce qu'on a beaucoup d'argent, on veut être chef, les gens comme on dépose le chef pour amener à Makaka. C'est à partir du moment que commence dans le langue tribal que lorsque vous avez les procès, il y a tellement de niègres en procédure qu'on dit les bassins, et c'est compréhensible. S'il y a les photos, on va dire les bamlékés. N'ayons pas peur de ça. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on s'assied maintenant, qu'on en parle, qu'on dise, bon, voilà, ce sont des références. Nous sommes où? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment pouvez-vous, aux yeux de la bureau 74, avoir une adresse directe alors qu'on n'est pas ressortissant d'une zone? On fait comment? C'est-à-dire que moi, originaire de Makaka, je n'ai aucun lien anthropologique avec la terre de Nkondongo. Mais j'ai un titre foncier de pension direct Nkondongo. La corruption, c'est la corruption. Donc, je vous dis que c'est l'État, non, l'État même c'est nous tous, c'est le gouvernement qui doit se mirer pour dire, nous avons tellement fait du mal aux gens, aujourd'hui on est coincés. Qu'est-ce qu'on fait? Il envoie de la chefferie, parce qu'il n'y a pas de chefferie sans territoire. Hein. Oui. C'est ça le problème. Les gens ont créé chefferie sans territoire. Comment on peut arriver là? Qui a un chef qui est installé sur un territoire qui n'existe pas? Parce que le territoire appartient pour le cas de Abonateki, mais la chefferie s'appelle Grand Moulin. On fait comment? Non, monsieur le maire, excusez-moi. Non, la chefferie traditionnelle est assise sur un territoire, absolument. Donc nous avons fait tellement de la corruption que on pensait qu'on va s'accaparer. Stéphane Barga, c'est comme si dans mon village à Makaka, je devais le plus grand propriétaire terrain que même pour faire le forage, il faut qu'on me cherche à Yaoundé à Paris. Vous devenez un problème. Donc, en fait, peut-être que vous avez eu les moyens, vous avez eu les terres, même légalement, mais vous êtes un problème pour la communauté. Merci et c'est pour beaucoup. ça que l'État doit jouer son rôle. Je vous ai dit, il faut une péréquation qui permette, avec ou sans argent, que chacun de nous, là où ses parents l'ont installé, vous comprenez, qu'il ait un minimum pour bâtir sa maison, Merci. pour faire son champ, pour faire ses marchés. Après ça, qu'on ne permette pas qu'un seul individu, parce qu'en réalité, c'est pour ça que je crois qu'on limite un titre foncier à maximum 50 hectares. 20 hectares. Mais on fait un peu comme quelqu'un qui a une tête le vin rouge. On vous dit buvez 2 verres par jour, commence à boire dans le verre qui ressemble à un fou. Il faut que ce soit clair. Qu'un même individu, il ne peut pas avoir plus de X titres fonciers, X hectares, une entreprise. Lorsqu'on aura fait ça, vous allez voir que chacun de nous, dernière chose, si on fiscalisait vraiment les biens immobiliers, je pense que j'en reculerais. Merci. Si on dit par exemple que si vous avez un mètre carré, vous payez 5 francs le mètre carré, personne n'aura envie de prendre 205 hectares. Merci. Mais le problème c'est qu'en fait, derrière ces individus, il y a les membres du gouvernement qui sont dans la corruption, dans les différents projets. Si vous lisez les statuts, les bons et les mauvais, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le projet appartenait peut-être à Anna aussi, mais peut-être qu'il y avait un dedans et un bargadero. Merci, monsieur le maire. Alors, professeur, la situation pourrait, dans les jours à venir, se révéler explosive, puisqu'elle entraîne parfois des contradictions, même au sein de l'État. L'exemple Grand Moulin est fort révélateur de cette initiative du sous-préfet qui a conduit à une rencontre avec le préfet et qu'au finish, le gouverneur a été obligé de sévir et d'annuler la rencontre. Est-ce que l'État, à ce niveau, lui-même, ne serait pas un mauvais élève? L'État ici, y compris ses démembrements opérationnels avec des ministères sectoriels, avec l'administration, puisque ces questions commencent généralement chez le sous-préfet, le chef d'État comme on les appelle. Est-ce que l'État serait le parfait élève? Et est-ce que arriver à des situations comme celles qui sont vécues dans nos villages, au centre, au sud, à l'est, à l'ouest, où on a parfois ces soupçons de corruption exacerbés, et ce n'est pas question qu'on rentre au Parlement et qu'on légifère de façon à ce qu'il y ait des procédures claires, applicables à tous. Oui. Tout d'abord, avant le Parlement. Des assises nationales avant le Parlement. Allez-y, professeur. C'est important parce qu'en fait, on a constaté qu'il y a une absence des politiques d'aménagement du territoire. Et quand on le dit, ça concerne beaucoup de choses, non seulement le foncier. Et il faut dire que chaque fois que les gens se sont écartés de la norme, parfois la justice a sévi, comme à Créby, il y a des anciens sous-préfets qui sont en prison. Tout à fait. Ouais. Et
parfois, la justice a laissé faire. N'est-ce pas? Le gouverneur du littoral, on a l'impression qu'il lutte contre les moulins avant. Ouais. Certains de ses collaborateurs ont commis beaucoup d'exactions. On les a fait partir, mais ils sont partis avec ce qu'ils ont pris. C'est vrai. Et la justice n'a pas sévi. Vous voyez? Donc, les collaborateurs du gouverneur regardent plutôt le gouverneur comme un empêcheur de tourner en rond. Oui, alors que le gouverneur, lui, il ne fait que faire son travail. Donc, la justice doit sévir. Et la justice fait partie du gouvernement. Et comment est-ce que la justice peut sévir lorsqu'on dit que 70% des dossiers, des procédures ont un lien avec la question foncière? C'est un travail d'Hercule. La justice est submergée. Il n'y a pas suffisamment de magistrats. Donc, l'ENAM à elle seule ne peut pas. Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut qu'il y ait une école de l'ENAM dans chaque région. Parce que l'ENAM ici à Yaoundé ne peut pas former suffisamment de magistrats pour tout le Cameroun. Ou alors en décentralisation des tribunaux fonciers. Oui, mais il faudra toujours des gens. Il faudra toujours des gens. Il faudra toujours des gens. Donc il faut former plus de magistrats. On peut encourager des professeurs de droit à devenir des magistrats. Parce que eux, ça ne leur demandera pas beaucoup de temps pour devenir magistrats, puisqu'ils ont déjà étudié le droit jusqu'à un certain niveau. Oui. Voilà. Et donc, l'État a beaucoup de problèmes. Absence ou presque absence de législation. La législation n'a pas été actualisée. On parle de 74 et 85. Vous voyez? Donc, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler. L'autre problème, il y a des problèmes pratiques. Quand l'État exproprie quelqu'un, maintenant, mais vous expropriez quelqu'un. Pour donner à quelqu'un d'autre? Pour donner à quelqu'un d'autre. La famille que vous avez expropriée, vous ne lui donnez pas un autre terrain, vous ne lui donnez pas des moyens pour construire une maison, vous ne lui donnez pas des moyens pour transporter les corps qui avaient été enfouis à terre et les enterrer là-bas, ce qui est arrivé dans le cas de Dikolo. Et le président de la République a bien fait en mettant fin à tout ça. Hein? Et on a l'impression que ce sont des cas de corruption. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a encore l'impression, professeur, à ce niveau-là, est-ce qu'on est encore... Comme je n'ai pas... obligé de réagir. Comme je n'ai... Il faut faire attention. Le prof avance parce que... Après avoir été vice-recteur dans une école qui a une faculté de droit, je suis quand même prudent. Voilà, donc tant que je n'ai pas de preuve qu'il y a corruption, j'ai dit, il semble qu'il y a corruption. Tant qu'il n'est même pas requis pour chercher les preuves. Voilà. Mais donc, en réalité, si vous demandez aux communs des mortels, ils vont dire que ce sont des affaires de corruption. Ah oui. On va construire un hôtel. Quel est le problème de l'État avec l'hôtel? L'urgence de l'hôtel. Hein? Ce n'est pas une cause d'utilité publique. Pas du tout. Parce que l'entreprise ou l'individu qui va construire peut acheter un terrain ailleurs. En tout cas, en tout état de cause. L'État a beaucoup de terrains partout au Cameroun. Pourquoi seulement celui de Dikolo? Pourquoi? C'est ça. C'est tellement frustrant. J'ai demandé souvent aux gens, mais si c'est à votre communauté qui faisait ça, qu'on faisait ça, est-ce que vous seriez content? Alors, c'est tout à fait normal que les gens de Dikolo aient protesté avec véhémence. Vous percevez cette question communautaire qui est en train de s'infiltrer dans le débat. Est-ce que, justement, monsieur le maire, acteur social et acteur local, mettait en avant une propension de certains en République à vouloir être grands propriétaires dans certains espaces urbains? Est-ce que aujourd'hui il n'est pas question déjà de réguler avant que des cas comme ceux de Grand Moulin ne soient légion, professeur? Il faut réguler tout ça. Il faut réguler ça. C'est comme si on était un État qui est trop jeune, alors qu'on a maintenant 66 ans, mon âge, et il y a absence de régulation. N'est-ce pas? Donc il faut réguler tout ça. Donc, quand quelqu'un veut créer une entreprise, n'est-ce pas? Il faut lui demander pourquoi il veut créer l'entreprise là.
Et dans le cas d'Ambam dont vous parliez, Oui. vous avez vu qu'il y a des villages entiers qui disparaissaient. Tout à fait. Des villages entiers qui disparaissaient. Et les gens de ces villages devaient aller où? N'est-ce pas? Ils devaient aller où? Où est-ce qu'ils cultivent les champs? Où est-ce qu'ils allaient cultiver les champs? Où est-ce qu'ils allaient construire des maisons? Ils allaient travailler la plantation. Et maintenant, est-ce que l'entrepreneur les a dédommagés au point qu'ils puissent acheter des terrains ailleurs? On a envie de les recruter. Au point qu'ils puissent construire des domiciles ailleurs. Il n'y a rien eu de tout cela. Et comment l'État a-t-il laissé faire? Bon, C'est-à-dire... le déplacement pose même un problème anthropologique. Oui, c'est ça. On Comment vous ça se fait détache que... de votre culture. Oui. C'est un traumatisme pour certains. Comment ça se fait que les autorités territoriales aient laissé faire, sans demander à l'entrepreneur, ces gens que vous expropriez entre guillemets, ils vont construire des maisons avec quels moyens? Ils vont travailler dans l'entreprise, on va payer 36 000. Elle dit ça. Vous voyez, les droits des petits Camerounais n'ont pas été pris en compte. Merci, professeur. Alors, monsieur Mbala, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'à chaque fois que l'on évoque la question foncière, on a l'impression de marcher sur des sables mouvants, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps pour justement tous les acteurs, c'est pas une filière ou une corporation encore, mais tous les acteurs qui ont leur mot à dire dans cette chaîne-là, de se rassembler et justement de faire des propositions. Vous, en tant qu'expert, que proposez-vous pour qu'on ait moins de tension dans la procédure, dans la régulation, dans la normalisation justement de cette question foncière au Cameroun? Bon, s'il est question de proposer aujourd'hui, c'est une histoire tellement compliquée puisque on en parle tous les jours, mais au fur et à mesure on en parle, la situation se complique plutôt. Monsieur le maire le disait tantôt, oui. Celui qui a plus de terre a plus de vie. Mais bien sûr. Et aujourd'hui... Et donc il retire une partie de la vie aux autres. Il retire une partie de la vie aux autres. Et ceux-là qui ont la vie aujourd'hui, il serait difficile pour eux d'accepter ces propositions-là. Il serait difficile pour eux aujourd'hui. Puisqu'au fur et à mesure on en parle. Mais quand, pour nous, qui exerçons dans le domaine du foncier, oui. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Qu'est-ce que vous vivez? Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Quand on va parler d'acquisition, c'est toujours les mêmes personnes dont on ne peut pas citer les noms. Pourquoi? Aujourd'hui, la personne viendra, tu vas entendre, il a pris 100 hectares par-ci, il a pris 200 hectares par-là. Bon, le villageois qui se sent affamé. Abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Il fait comment? On va lui proposer des sommes minables, il sera obligé de céder. Mais à la fin, d'où le problème où on parlait, où après des générations, les petits-fils se lèvent pour dire non, les parents ont été abusés. Oui. C'est une situation qui ne finira jamais, parce que ces abus continuent. Quelqu'un viendra, c'est un ministre, c'est un directeur, ceci. Tes grands-parents aujourd'hui n'ont pas de situation. Il viendra leur proposer 1 mètre carré de terrain. Je prends un exemple banal. 25 francs. À 25 francs. Et le parent qui a des problèmes va accepter ces 25. Et vous, Stéphane, demain, vous, le petit-fils de ce parent qui avait accepté les 25, oui. Ayant des moyens demain, et vous serez informé que cette terre avait été prise à vos parents à 25 francs. Est-ce que vous pourrez l'accepter? Non. Ok. Ah, il dit non très rapidement. Ah oui, non, voilà. C'est humain. Tout à fait. Vous n'allez jamais l'accepter. D'où ce problème devient un problème tellement compliqué à résoudre. La contestation permanente des titres fonciers. La contestation... Les titres fonciers, c'est rien. La contestation permanente des titres fonciers va continuer. Oui. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus. Et je crois que c'est... comment on peut dire? C'est notre gouvernement qui a appelé à régler ce problème. Parce qu'ils ont la solution. Alors, pourquoi, selon vous, ces personnes qui vivent dans les villages, ces villageois, ces grands-pères, ces grands-mères, ont cette proportion à vendre aussi facilement leur terrain? C'est de la pauvreté, c'est de l'ignorance, de la méconnaissance des réalités. Il s'agit de quoi, M. Bala? C'est lié à tout ça. La pauvreté, la précarité, tout ça là.
Stéphane, tu peux facilement avoir 100 000 francs, 10 000. Ces 100 000 francs ne sont pas à la portée de tout le monde, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai. Quand on parle déjà de l'obtention de titres fonciers, Oh là là. hein, ce villageois-là, qui ne peut pas se faire établir un titre foncier, et quelqu'un viendra, il va dire, ok, pour tes 100 hectares que tu as, c'est ton village, je vais te donner 10 millions, je vais faire un titre foncier, et dans ces 100 hectares, je vais te laisser avec 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés. Le choix est très vite fait. Le choix est très vite fait. Le choix est très vite fait. Tout de suite, lui, il va se contenter des 10 millions qu'il aura. Mais après Il ça, va désirer 2 ans après. Voilà. Quel 2 ans. 6 mois. Puisque je ne connais pas la valeur du diamant. Merci, monsieur Bala. Merci pour ce témoignage-là. Je m'avais relayé une contribution parmi les milliers qui nous sont déjà parvenus. C'est un aîné, Soulé Noyolo, qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Il dit bon après-midi, Stéphane. Je vous regarde, je salue ton panel. De quoi parle le recteur Bilois? J'ai tiqué quand il parle d'absence de magistrats. Que fait-on des 5 promotions de magistrats sortis de l'ENAM en chômage? Le Conseil supérieur de la magistrature qui doit donner du travail affecte les magistrats ne s'est pas réuni voici 6 ans. Pourquoi? Merci à vous, cher Aîné Soulé Onoyolo, pour la préoccupation. On ne va pas demander pour ça de réagir, on va plutôt nous tourner vers justement Anissé Noah. Anissé, le constat est vite fait. On évoque beaucoup de précarité pour justifier ces ventes parfois dérisoires de portions assez énormissimes en zone retirée. Mais lorsque justement l'État régulateur valide de pareils titres fonciers, est-ce qu'à ce niveau encore, l'État n'est pas en train lui-même de crier ou alors de concocter les ingrédients de sa propre imposition? Stéphane Baga, le problème d'accaparement, excusez-moi, du foncier a tellement perduré au Cameroun que j'ai la faiblesse de croire qu'un jour on va arriver à des situations comme celles qu'on vit en Afrique du Sud, où la question de la redistribution des terres va se poser. Vous parlez c'est-à-dire de la précarité des individus qui ne permet pas à ce qu'on puisse vendre des terres et qu'elles puissent être bradées. Je crois que le problème du titre foncier que nous avons posé sur ce plateau peut résoudre ce problème-là. Vous savez que le titre foncier, c'est un bien que vous pouvez, et c'est pas moi, mettre en gage au niveau de la banque pour avoir un certain financement si vous avez un projet. Mais si, à partir du moment où vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous êtes propriétaire des terres, et vous ne pouvez pas avoir ce titre foncier-là. C'est-à-dire il vous est plus facile de brader vos terres que d'obtenir un titre foncier de cette terre-là. Je crois qu'il y a un problème. Si on permettait à tout individu qui est propriétaire des terres d'avoir ne serait-ce qu'un titre foncier, je crois que le problème pourra se résoudre d'une manière ou d'une autre. Mais si les uns et les autres se pensent que non, pour avoir un titre foncier, c'est une histoire de moyens, c'est une histoire de, c'est pas moi, de puissance financière, alors je crois que le problème continuera à se poser. Et je crois que la question ne va pas se résoudre dans les tribunaux, parce qu'on sait exactement ce qui se passe dans les tribunaux. C'est celui qui a plus d'argent qui a parfois raison. Et je crois que ce n'est pas celui qui a plus d'argent qui est propriétaire forcément des terres. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est l'État qui doit mettre le doigt sur la plaie, comme on dit souvent, pour dire que ce problème de foncier-là, il faut qu'on le résolve une fois pour toutes. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il y ait des tensions à l'infini. Bien sûr, avant qu'il ne soit trop tard, comme je le disais tout à l'heure, parce que, voyez-vous, moi j'ai ce problème-là dans mon village à Bachenga, où, c'est-à-dire, un individu est venu avec, c'est pas moi, des promesses fallacieuses d'avoir un projet dont il n'a pas donné le nom, et il a besoin de terres. Et malheureusement, certaines familles ont été dupées par cet individu-là, et au fil du temps, les familles ont constaté que non, le projet n'était qu'une filouterie, et lorsque le problème a été porté, c'est-à-dire au grand public, on a constaté que non, ce monsieur-là n'a véritablement pas acheté cette terre-là au prix indiqué et qu'il fallait véritablement que les terres soient restituées aux propriétaires, étant donné que, c'est-à-dire c'était un domaine qui n'était même pas encore partagé par des ayants droit. Oui. Donc je crois que à ce niveau-là, il faut effectivement que l'État mette le doigt sur la plaie pour dire non, on ne peut pas acquérir un certain nombre d'hectares de terrain si tant est que tout le monde a besoin
de terre, tout le monde a besoin d'espace pour vivre. Et si un individu s'accapare de toutes les terres, je crois que nous courons droit vers une situation d'implosion. Merci, Monsieur Noah. Les Camerounais réagissent abondamment à ce qui est dit sur ce plateau. On leur donne la parole en 1 minute. Bonsoir, Stéphane Barga, et à votre illustre panel. La question du titre foncier au Cameroun soulève des préoccupations fondamentales qui méritent d'être examinées avec la plus grande attention. En premier lieu, la force est de constater que certains individus acquièrent des terres en dehors de leur village d'origine, des acquisitions qui bien souvent ne profitent nullement aux populations locales dans la mesure où ces acquéreurs y transplantent leurs propres réseaux familiaux et communautaires. En second lieu, les dysfonctionnements structurels du système d'attribution des titres fonciers appellent une réforme profonde et urgente. Il convient en effet de soumettre à un contrôle rigoureux et impartial l'ensemble des acteurs habilités à délivrer ces titres, qu'il s'agisse des chefs traditionnels, des sous-préfets, des gouverneurs, afin d'éradiquer les pratiques corruptives qui gangrènent ce dispositif. Enfin, si cette problématique venait à demeurer sans réponse adéquate, elle serait susceptible de porter une atteinte grave à la cohésion sociale, voire de constituer un ferment de conflit susceptible de dégénérer en affrontement armé. Merci à vous, Joseph, pour la contribution abondante. On en prend une autre. Bien, bonsoir à vous, monsieur Stéphane Barga, et aux panélistes sur le plateau. Ce thème que vous développez aujourd'hui est dans le grand soir, affaire du foncier. C'est vraiment une zone de très haute tension. Et M. Mbala, qui est avec vous sur le plateau, a évoqué même le foyer qui génère cette tension, et les crimes suivent. La sorcellerie suit, les divisions naissent, c'est vraiment très grave. On se demande à quoi servent souvent ces commissions qui descendent sur le terrain avant le lancement concret de l'établissement des titres, comme le disait M. Bala. Imaginez-vous un peu une maison déjà bâtie, où celui qui l'a construite doit déguerpir sous prétexte que le titre foncier qui vient d'être annulé, et quelque temps après, le même titre foncier est rétabli. Qui annule souvent et qui rétablit souvent? Christophe Essomba, depuis Yaoundé 7, c'est à Yaoundé. On va prendre une autre réaction rapidement. Bonsoir M. Marga, dommage pour nous ici, 30 minutes seulement après le début de votre émission, important sujet inscrit à l'ordre du jour, nous sommes dans le noir. Oh là là, c'est compliqué. Bonsoir au panel, je pense que M. le maire fait la confusion entre le chef traditionnel et le chef de quartier. En ce qui concerne Grand Moulin, il s'agissait justement d'installer le chef de quartier. Il n'y a pas de consultation pour le chef de quartier. Dans nos bidonvilles. Mais M. On ne consulte pas pour les chefs de quartier. Le chef de village nomme ces gens et informe l'autorité administrative. Merci. M. Chendang a voulu faire les choses en grand, comme il en a l'habitude, ce qui a créé des suspicions et autres amalgames. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. On en prend une autre rapidement. Alors, Stéphane... du soir, devenu grand, plaisir partagé, y compris le panel. Les tensions foncières sont multiples. L'État, lors des phénomènes d'expropriation des terres pour cause d'utilité publique, frustre parfois les populations. Je parlerai du désœuvrement et de la vulnérabilité des populations dans une ignorance à vendre de vastes hectares. Quand vous regardez Mfandena et une institution, la Magzi, où les individus sont allés construire de manière frauduleuse, ignorant que le foncier est une bombe à retardement pour des générations futures. N'oublions pas que la terre est liée à des pratiques ancestrales et les terres portent des noms qui renvoient à une entité anthropologique. C'est M. Thomas Massok qui réagit et il conclut en précisant qu'il faudrait qu'on libéralise l'obtention du titre foncier. Merci pour la contribution. On en prend une autre très rapidement. Bonsoir le plateau. Très belle émission. Ce sujet particulièrement est très enrichissant pour le peuple camerounais. Parlant du fait que les Camerounais aiment bien suivre les grandes villes, Douala ou Yaoundé, il y a plusieurs raisons. Il y en a qui cherchent à construire une maison dans cette ville, là où ils sont en service. Il y en a aussi qui, en dehors du fait d'avoir une maison au village, aimeraient bien d'avoir une maison en ville. Il y en a qui veulent des parcelles à titre commercial, construire des hôtels, supermarchés et autres. Il y a aussi, c'est pas toujours tout le monde qui a la vision d'un terrain encore en forêt. Le plus souvent, les gens s'y rendent dans ces zones-là à cause d'un projet agricole, d'élevage et qui demande souvent une grande superficie. En conclusion, chacun fait son choix à l'endroit là où il va acquérir une parcelle en fonction de ses projets personnels. Pour dans le domaine, voilà ce qu'il peut dire pour cette question particulièrement. Je reste scotché, mais Martine Glasgow. Elle a réagi.
Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maga. Le chef supérieur de Maka, Mboise, venait de faire gaffe dans le village Bomba en offrant à une élite du village. Alors, on va faire attention lorsqu'on envoie ce type de contribution. Nous, on est des journalistes, on ne relaie pas tout et n'importe quoi à l'antenne. On va faire le travail d'investigation qui est le nôtre. Vous pouvez nous revenir en offre et on essaiera de voir si c'est que vous avancez concernant justement cette autorité-là peut être vraie. On parle du chef de village Mbomba, Mboise, qui aurait donné à une élite des grandes parcelles et que si l'on ne fait pas attention, des machettes et autres couteaux pourraient sortir. On n'est pas là pour relayer ce type de propos. On va prendre le temps justement de l'investigation et revenir après pour voir si ce que vous déclarez est susceptible d'être vrai. Sur ce, on va prendre le léger break et revenir désormais pas de course sur cette question inhérente à la Socadel qui a besoin de 630 milliards pour peut-être sortir les ménages et autres foyers camerounais justement du noir. A tout de suite. Je l'ai dit, au pas de course, retour sur le plateau du Grand Soir, nous évoquons justement ces 630 milliards qui ont été, donc le chiffre qui a été avancé par le conseil d'administration de la Socadel pour essayer justement de répondre au cahier des charges qui a été présenté par le top management de ce côté-là. Alors, monsieur le maire, 630 milliards, est-ce qu'on peut enfin espérer, une fois justement l'argent trouvé, que les ménages camerounais sortiront du noir? Première remarque, Stéphane Baga, c'est que l'État vient de faire un choix structurel. En situation habituelle, l'État aurait mis les 630 milliards sur le carreau en disant oui. Quelque cas, ce serait une entreprise de patrimoine qui n'est pas obligée de faire des bénéfices. Mais lorsque l'État vous autorise à aller vous endetter, alors débrouillez-vous. Mais c'est ce que ça veut dire, non? Vous avez dit qu'il faut 630 milliards, vous avez les banques, débrouillez-vous à les trouver. Ça veut dire qu'en fait, c'est un choix pertinent de mon point de vue. Que l'entreprise commence à se dire, on n'a pas de budget à dévorer, on a l'argent à chercher, à le gérer, faire des bénéfices et fonctionner. C'est la première remarque que je fais. Maintenant, est-ce que NEO, en l'état actuel, sur le plan de ces Socadel. Socadel, bon, je ne vois pas encore la différence. Est-ce que Socadel peut mobiliser les fonds? J'ai dit oui. Mais il faut autre chose. Socadel ne doit pas seulement compter sur la garantie étatique. Il faut que l'État pose un acte qu'il rétrocède les institutions de la production de l'énergie. Parce qu'on a dit que Socadel doit produire l'énergie, la transporter, la distribuer. Oui. La situation de référence veut que l'État a quand même un certain nombre de barrages qui pourraient servir de nantissement pour Socadel pour aller chercher les financements. Si, je dis n'importe quoi, parce que j'ai vu Nachtigal qui est problématique. Mais si l'État rétrocède les entreprises qui créent l'énergie, qui produisent l'énergie, les barrages notamment, ça va être un produit brut, donc Socadel peut servir comme nantissement pour lever les fonds. Mais dans le cas contraire, si Socadel c'est deux ou trois hommes, un directeur général, un adjoint, un PCA, quelques directeurs et un portefeuille, ça ne suffira pas pour lever les fonds. Donc j'ai dit, il faut que l'État aille au-delà. L'État dit, je ne donne pas l'argent. C'est un choix pertinent pour moi. Mais que l'État permette à Socadel d'avoir des garanties qui lui permettent d'aller lever les fonds. Dans ces conditions-là, à terme, pas demain matin. Merci. Terme, on pourra sortir. Professeur, 630 milliards, c'est un montant qui fait abondamment réagir dans les ménages. Mais 630 milliards, peut-être c'est une garantie aussi pour que, justement, on sorte du noir. Pourquoi est-ce que l'État n'épargne pas la souffrance du Camerounais en investissant lui-même une fois et en espérant qu'il y aura moins de coupures, comme c'est le cas à Jouvence, à Bémoma et partout. Je ne suis pas sûr que l'État puisse avoir tant d'argent au point de donner 600 milliards sans poser des questions.
En ce moment. En ce moment. Non. La Socadel doit nous dire, nous les Camerounais, parce que c'est nous qui sommes des contribuables, Oui. à quoi va servir l'argent. À quoi va servir l'argent? Ce n'est pas quand même une société qu'on crée comme ça, ex nihilo. C'est une société qui existait déjà. Et comme a dit M. le maire Sylvestre Lebel Niang, il y a des barrages qui sont là, n'est-ce pas, qui produisent de l'électricité. Il y a une entreprise qui transporte de l'électricité, toujours pour Socadel. Qu'est-ce que Socadel va faire avec 630 milliards? Il y a aussi une dette que Néo a laissée, professeur. Oui. Il faut bien appuyer la dette. Oui, mais il on faut ne peut pas réinvestir, puisque le réseau, paraît-il, est éminemment vétuste. Non, je pense et que- Néo n'a respecté aucun cahier des charges. La solution que l'État a proposée, à savoir que Socadel aille emprunter de l'argent sur le marché. Encore? Le Mais bien marché, sûr. le marché financier. En prenant des engagements pour faire des bénéfices et rembourser la dette Oui, moi je suis d'accord et avec ça. continuer à faire fonctionner l'entreprise. Absolument. Oui, C'est un choix stratégique que je partage. c'est ça. absolument. C'est ça. Parce que jusque-là, l'État a souvent versé de l'argent à des entreprises et on n'a jamais su ce que l'argent est devenu. Hein? Suivez mon regard, n'est-ce pas? On connaît ce que l'État a donné pour que Camerco puisse faire voler des avions. On ne sait pas si ça a rentabilisé. Camerco vole, professeur. Oui, mais vole pour aller où? Avec quelle flotte? Avec quelle flotte? C'est ça. Et est-ce que... Non, il faut être sérieux. On ne peut pas donner de l'argent à une entreprise sans que l'entreprise ait posé sur la table ses objectifs, les moyens dont elle va se servir Oui. pour rentabiliser l'entreprise et pour payer la dette. Oui, il faut des garanties. La garantie de l'État seul ne suffit pas. Merci professeur. Monsieur Bala, alors les Camerounais qui, justement, avec l'avènement de la Socadel, pas demain, espéraient peut-être des réductions en termes du prix du kilowatt, peuvent être inquiets lorsque on annonce son endettement, lorsque des montants aussi importants sont avancés. Ça veut dire que les Camerounais, ils vont encore devoir souffrir un peu. Mais Stéphane, de vous à moi, quand on annonce un besoin de 630 milliards, c'est pour nous annoncer que nos peines sont encore longues. Mais si c'est ça la vérité, il faut passer par Nos là. peines sont encore longues, Stéphane. Et je crois la dernière fois où nous étions sur ce plateau, je disais que les Camerounais avaient besoin de lumière. Oui. Mais avec cette annonce, la situation semble être très compliquée pour nous. Très compliqué pour vous. Stéphane Zanga, cette situation de la Socadel, on peut en rire, mais commence à poser problème au segment industriel, puisque nous avons l'usine Ciment Cam de Figuil qui a quasiment arrêté ses travaux du fait d'un déficit énergétique. Est-ce que l'État ne joue pas avec le feu en envoyant la Socadel se chercher et en ne résolvant pas le problème de façon très rapidement opérationnelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu dangereux au niveau de l'État avec cette question de l'énergie électrique au Cameroun? La Socadel est une entreprise en difficulté, mais qui gère un domaine, un pan très stratégique de notre économie. Oui. Je pense que l'État, dans sa prudence, à ne pas vouloir faire de la Socadel un gouffre financier, comme l'indiquait le professeur pour le cas de Camerco, doit quand même faire un effort pour accompagner cette entreprise. Mais je salue aussi le fait que l'État assigne à ce top management un contrat de performance. Nous avons vu, j'aime toujours prendre le cas des universités. L'université de Douala, quand le professeur Magloire Ondoa arrive, il a déclaré une fois lors d'une de ses allocutions, Oui. il trouve une trésorerie, il trouve une université vraiment en lambeaux. Exact. Il a dû aller s'endetter auprès des banques, reconstruire le deuxième campus, équiper les laboratoires, créer de nouvelles unités de formation. Il les a remboursées, a apuré la totalité de la dette et a commencé à faire rentabiliser ses investissements pour le compte de l'université dont aujourd'hui les finances sont stables. Donc c'est le talent
des prouesses managériales de ceux-là qui sont attendus. J'ai écouté le PCA qui s'adressait à sa communauté. Il leur indiquait déjà le caractère sensible de la mission qui est la leur et que le président de la République... Pas une erreur de communication. Il l'avait spécialement choisi. C'est camerounais, docteur Zanga. Oui, mais bon, là on est allé déceler dans le discours parce qu'il avait été assiégé par les ressortissants de sa communauté venus de remercier le chef de l'État pour la désignation de leur digne fils. Sauf qu'il a attiré leur attention sur le fait que, à la réalité, oui, c'est une mission que j'accepte avec beaucoup d'honneur, mais il n'est pas question de réjouissance, il est question de travailler véritablement. Absolument. Donc, ce patriarche talentueux qui a été ministre des Finances, aux côtés du directeur général, doit être capable d'évaluer la situation et aller vers les marchés financiers avec les garanties nécessaires pour redonner à Eneo, pas Eneo, à Socadel, autant pour moi, l'image d'une entreprise prospère qui peut faire décoller l'économie camerounaise, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement économique possible. Monsieur Noir, je me tourne vers vous. Alors, c'est vrai que le PCA, Antoine Simi, c'est un homme qui a ses entrées dans les milieux financiers internationaux. Peut-être c'est pour ça même que l'État estime qu'on a rien à lui donner, puisqu'il peut aller ici et là au FMI, à la Banque mondiale, dégoter quelques crédits de ce côté. Mais est-ce que les termes managériels qui ont souvent été de l'apanage de certains de nos responsables ne vont pas s'afficher ici, puisque on connaît comment ça fonctionne, et parfois, lorsqu'on avance des montants, on peut s'endetter pour 630 milliards, et dans l'effectivité de l'investissement, on se rend compte que ce n'est que 150 milliards qui ont réellement été investis à ce qui est attendu. Est-ce qu'à ce niveau encore, l'État ne devrait pas être plus vigilant cette fois-ci encore dans la gestion, justement, de cette dette qui sera contractée au nom de l'État du Cameroun? Justement, l'État devrait être vigilant comme il devrait l'être dans le cas de toutes les sociétés. Mais au-delà de cela, je crois que le problème d'emprunt ne va pas résoudre le problème de l'estage au Cameroun. Parce que, voyez-vous, le problème de la Socadel, il est beaucoup plus important que la distribution de l'énergie électrique. Parce que lorsqu'on parle de Socadel, je crois que c'est M. le maire qui disait tout à l'heure, il faut globaliser tous les secteurs qui contribuent à ce qu'on ait de l'énergie dans les ménages. La production, le transport et la redistribution. Et je crois que nationaliser la société de distribution de l'énergie au Cameroun devrait nous amener également à reprendre les parts de marché, ou alors devrait nous amener à reprendre le contrôle de ceux qui produisent l'électricité. Nous savons qu'il y a une société, dont je ne vais pas citer le nom, qui a fait, c'est pas moi, du chantage à l'État il y a de cela quelques jours en disant que non, je me retire de la production parce que je suis en justice avec telle entité qui est camerounaise. Alors, si le problème n'est pas réglé, alors je me retire de la production. Et je crois que le problème peut aussi être à ce niveau-là. Au-delà de cela, moi j'ai lu permettez-moi de chuter le propos. Oui, permettez-moi de chuter. Moi j'ai lu ce matin une note de conjoncture, du FMI qui alertait sur la situation de Socadel. Et la note de conjoncture disait que, c'est-à-dire entre les charges mensuelles que doit couvrir Socadel et le plan de tarification et même, c'est-à-dire les ressources financières que Socadel va engranger au niveau de la tarification. Je crois qu'il y a un net écart entre les deux. Et je crois que Socadel s'avance là vers un gouffre, et comme on a cité une autre entreprise en plus. Merci, Monsieur Noir. C'est ce qu'on pouvait dire concernant justement cette sortie du conseil d'administration de la Socadel, 130 milliards, qu'on espère le top management pourra trouver pour que justement les Camerounais sortent du noir. Les Camerounais qui sont dans la lumière ne bougent pas, puisque dans 8 minutes, il sera question d'informations sur Info TV. Mimi Chobo est dans les loges pour vous présenter la quintessence, le meilleur de l'information d'ici, mais surtout d'ailleurs en langue de Shakespeare. 20h, Théophile Vianney-Billa sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun demain pour une autre aventure du Grand Soir. Bien le bonsoir.